Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste et cette semaine, bien avant de vous dévoiler ce qui sera au menu de l'épisode du podcast, bien, le 29 avril dernier, bien, ça a fait un an qu'on a commencé à produire le podcast Le Sac du Cœur de façon indépendante. Et puis, ben, premièrement, je tiens à vous remercier d'être à l'écoute ou de nous regarder à toutes les semaines. Mais j'aimerais profiter de l'occasion afin de partager avec vous certaines choses qu'on a mises sur pied. Tout d'abord, on a lancé une page Facebook qui s'appelle tout simplement Le Sac du Cœur et on a également lancé un compte Instagram spécifiquement pour le podcast. Alors, le compte Instagram s'appelle également Le Sac du Cœur. Mais sur la page Facebook, eh bien, je vous invite à remplir le sondage. On a mis sur pied un sondage pour vous qui êtes à l'écoute ou qui regardez le podcast. On aimerait en savoir un peu plus sur vous, sur les gens qui écoutent le podcast à toutes les semaines, qui le téléchargent ou qui le regardent via la chaîne YouTube. On aimerait avoir des informations sur vous, savoir vos passions également. Et puis, ça va pouvoir également nous donner une idée dans quelle direction on devrait aller avec le podcast dans un avenir rapproché. Alors, je vous invite à vous abonner à la page Facebook du podcast Le Sac du Cœur et également, bien sûr, au compte Instagram du podcast Le Sac du Cœur. C'est là qu'on va publier les extraits du podcast, mais je vais continuer de le faire également sur mon compte Instagram et Marc-André aussi. Alors oui, ben, répondez au sondage, s'il vous plaît, ça serait grandement apprécié afin de nous donner un coup de main. Alors, au menu cette semaine au podcast, ben, c'est la semaine du début du camp d'entraînement des Alouettes. Ben oui, ça va déjà commencer dimanche à Saint-Jérôme. Alors, pour l'occasion, ben, j'ai l'occasion de m'entretenir, oui, avec le directeur général des Alouettes, Danny Machocha. Et Marc-André et moi, on va s'adonner un petit jeu cette semaine. On va faire la revue du repêchage de la NFL de 2022. Habituellement, on dit que ça prend 3 ans afin d'évaluer une classe de repêchage. Bien, ça fait 3 ans là, que le repêchage 2022 a eu lieu. Alors, on va regarder tous les choix de la première ronde, Marc-André et moi, et je vais donner une note justement aux sélections maintenant qu'on a un échantillon de 3 saisons des joueurs qui avaient été sélectionnés au premier tour. Marc-André va y aller de sa chronique Fantasy Football. Il va nous parler des joueurs qui ont été repêchés et qui se retrouvent dans une bonne situation à la suite du repêchage selon lui. Alors, ben, écoutez, je vous prie d'écouter ou de regarder l'entretien que j'ai eu avec le DG des Alouettes, Danny Machocha, à l'approche du début du camp d'entraînement. On s'excuse pour la qualité sonore, mais quand même, on est en mesure de bien comprendre ce que Danny nous dit. Alors, je vous invite, oui, plutôt, à écouter mon entretien avec Danny Machocha. Danny, c'est vraiment incroyable. Déjà, le camp d'entraînement est à nos portes. Dis-moi, comment s'est passé, ben, tout d'abord, ta saison morte de ton côté? Mais je ne sais pas s'il y a une saison morte dans notre cas, nous, parce que c'est sûr que la saison, ça reste que c'est la saison, puis on est actif, on joue des matchs, puis les départements des opérations football, on continue de garder notre produit sur le terrain, de voir s'il y a des blessures ou quoi que ce soit, une question de position, puis il y a des camps de NFL. Mais pendant la saison morte, des joueurs puis des entraîneurs, nous, on a des camps des All-Star Games dans le mois de janvier. Alors, on a passé le mois de janvier, sauf 4 jours à l'extérieur aux États-Unis. Le mois de février, c'était le mois des joueurs autonomes. Le mois de mars, c'était le mois le camp d'évaluation à Regina. Le mois d'avril, c'était le repêchage. Puis, on est rendu à quelques jours du début du camp d'entraînement. Alors, écoute, ça a passé vraiment vite, mais on a hâte d'aller à Saint-Jérôme samedi prochain. Oui, ça, j'en doute pas une seconde. Dis-moi, est-ce que, avant de regarder vers l'avant, est-ce qu'il y a une leçon, tu sais, qui a été tirée de la saison 2024? Ça a été tellement une belle saison régulière. Bon, malheureusement, ça s'est terminé durant la finale de l'Est contre Toronto. Mais toi, de ton côté, puis du côté de l'organisation, là, des gens Opération Football, du coaching staff et tout, est-ce qu'il y a une leçon qui a été tirée, tu sais, quelque chose que tu dis, OK, là-dessus, on doit améliorer en vue de la saison 2025? Bonne question, Didier, parce qu'à la fin de l'année, que ce soit qu'on gagne la Coupe Grey ou peut-être on perd un match de championnat ou quoi que ce soit, on fait toujours une auto-évaluation de nous-mêmes, de l'organisation, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait. Et quand
est-ce qu'on peut se réinventer? Alors, je pense que la clé pour nous dans la deuxième moitié de la saison, c'est comment gérer le succès. Ça, c'était des questions qu'on s'est assis puis on a parlé en détail. Je pense que même si c'est sûr qu'on était motivés puis on voulait gagner tous ces matchs-là, même après qu'on savait qu'on avait déjà solidifié la première place dans la division. Je pense pas qu'on l'a bien fait. Alors, on a appris quelques leçons dans cette expérience-là, puis d'essayer d'éviter ces genres d'expériences si jamais ça nous arrive une deuxième fois. Alors, la façon qu'on pratique, la façon qu'on se prépare, la façon qu'on prépare notre personnel de joueurs qui sont disponibles pour jouer sur le prochain match. Alors, je pense qu'à la fin de la journée, on a passé beaucoup de temps sur le sujet ou sur le thème comment on gère le succès. Puis je suis convaincu qu'on a pris c'est une belle leçon. On a quelques idées comment gérer tout ça. Si ça nous arrive de nouveau cette année, puis je pense qu'on va être mieux préparé si jamais ça sera le cas. Ouais, puis là, ben naturellement, bon, la chose qui retient l'attention depuis la fin de la dernière saison, c'est que vous allez avoir un nouveau carrière partant. Hein. Davis Alexander est votre homme. Cody Fajardo n'est plus là. Alors, dis-nous, à quoi tu t'attends de la part de Davis Alexander? Parce qu'on le sait, hein, être carrière réserviste, puis là, devenir le carrière partant, c'est deux choses complètement différentes. Il a très bien fait l'année dernière. Il a gagné les 4 départs qu'il a eus. Mais là, il va être le gars, là, comme on dit en langage de football. He's going to be the man. En commençant dès le camp d'entraînement, c'est lui qui va être le partant. Est-ce que tu lui as donné des conseils à ce niveau-là? Oui, écoute, moi, je passe beaucoup de temps avec Davis. Je peux te dire qu'on se parle assez souvent pendant la semaine. Je peux te dire aussi que notre entraîneur en chef parle assez souvent. Je sais que notre coordinateur à l'attaque, Anthony Cavillo, le rencontre 2 fois par semaine. Alors, à la fin de la journée, Didier, on veut qu'il lui soit lui-même. Je pense qu'il a le talent d'avoir du succès à ce niveau-là. Je pense qu'il a le talent de dominer aussi. C'est sûr qu'il faut l'entourer, il faut lui donner des effectifs pour avoir du succès. Il faut bien jouer de l'autre côté, du ballon aussi. Puis il faut avoir aussi du succès sur une unité spéciale. Mais je pense qu'avec le plan qu'on a pour lui, on va le mettre dans une situation où il va avoir du succès, puis on va l'entourer avec des joueurs qui vont l'aider. Puis c'est quelqu'un qui est bien respecté à l'intérieur de l'organisation. C'est tout un leader dans le vestiaire. Puis je pense que tout le monde a hâte à cette belle opportunité qui se présente pour Davis. Ouais, tu parles de bien l'entourer. Une chose qui peut l'aider à sa première année à titre de carrière partant, ça serait si Tyson Philpott peut rester en santé. L'année dernière, en première moitié de saison, écoute, il était un des meilleurs receveurs de la Ligue canadienne. Je parle pas des receveurs canadiens, mais des receveurs en général. Il est tellement explosif. Bon, malheureusement, il a subi une blessure à une cheville. Il a dû être opéré. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Tyson Philpott? Parce qu'il semble qu'il va être prêt là, afin de commencer le camp d'entraînement, si je me trompe pas. Oui, il va être prêt, puis on a besoin qu'il nous donne le calibre de jeu qu'on est habitué de voir de Tyson Philpott. Alors, l'équipe médicale nous a dit qu'il y a le feu vert de débuter le camp. C'est sûr que nous, on va le gérer pendant 3 semaines, puis les 2 matchs en concours. Mais on s'entend qu'il va être prêt pour le premier match, notre match d'ouverture contre Toronto. Puis Didier, ce sera la première fois qu'on va voir Philpott, Rambo, Mac, Snead et Speaker tous ensemble. Alors ça va aider énormément notre jeu aérien. Ça va aider aussi Davis Alexander. Alors il y a de la continuité, il y a de la stabilité en place. Puis si on peut rester en santé, écoute, on devrait être une équipe explosive, une équipe que je pense que les partisans de Montréal vont avoir du plaisir de regarder jouer.
Ouais, puis ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Hein. L'année dernière, vous avez eu énormément de blessés. Ça avait commencé dès le tout premier match de la saison à Winnipeg. Sneed était tombé au combat. Tyrell Richards également. Ça a comme été un thème là, tout au long de la saison. Malgré tout, vous avez été en mesure d'avoir une belle saison régulière et de terminer au premier rang de la section S. Mais définitivement, là, si vous pouvez rester en santé, ça devrait vous donner un coup de main. Là. Ça, c'est certain. Au niveau de la ligne à l'attaque, il y a eu quelques changements. Le départ de Philippe Gagnon notamment. Premier choix au repêchage, Tiger Shanks est un bloqueur à gauche, joueur de ligne à l'attaque. Comment tu te sens, à quel point tu te sens à l'aise justement avec cette nouvelle ligne à l'attaque, si on peut dire, du moins une ligne à l'attaque qui semble qu'elle va avoir un nouveau visage d'une certaine façon en 2025? Oui, écoute, je te le partage, on n'a rien à cacher. Je vais être bien transparent avec toi, Didier. Oui, Tiger Shanks va nous aider. On a aussi Hogan Saint-Donc d'Ottawa qui a 27 départs dans sa carrière, sa jeune carrière comme joueur de ligne, puis on a Gibbon. Mais on a aussi l'opportunité de jouer peut-être avec trois Américains. Il ne faut pas oublier non plus que quand Ventrelli a joué pour nous, il a bien performé, en particulier contre Winnipeg à la fin de l'année. On a McGloster qui est en santé. Alors, on a des options, on a des opportunités de regarder pendant 3 semaines, pendant 2 matchs au concours, comment on va être structuré concernant notre ratio. On a assez de bons Canadiens sur le côté défensif qu'on peut se permettre si jamais on veut jouer avec 3 joueurs de ligne à l'attaque qui sont des Américains. Alors, ça c'est toutes des opportunités qu'on a devant nous. On va les évaluer comme il faut pendant le camp d'entraînement, puis on va prendre la décision qui est mieux pour l'organisation. Ouais. Est-ce que tu te sens plus à l'aise comparativement à pareille date l'année dernière face à la ligne à l'attaque? Parce que moi, personnellement, je trouve, ben, comme tu viens de le mentionner, vous avez vraiment ajouté de la profondeur et du talent au sein de cette unité. Hmm. Mais c'est sûr, puis la raison que je me sens beaucoup plus à l'aise, c'est parce qu'on était capable d'aller chercher d'autres Canadiens ailleurs. Quand tu regardes, on a Lowell Mhm. ou White qui va être au camp, que l'année passée n'était pas là. Berglund, je n'ai pas besoin de vous vendre sur Berglund. Je pense que nos partisans savent c'est qui après l'année qu'il a eu. On était capable d'aller chercher Archibald. Alors ça, c'est un autre joueur qui va nous donner de la profondeur sur le côté défensif. On a encore Marc-Antoine Dequoy, puis on a repêché Beauchemin, que nous, on a des plans pour lui. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a Quentin Recrue, puis il a joué beaucoup pour nous comme recrue. Alors, on a de la flexibilité sur le côté défensif. À cause de cette flexibilité, ben, ça nous donne aussi la flexibilité de jouer peut-être avec 3 Américains sur la ligne à l'attaque. Puis, on a Callender, on a Ventrelli, on a McGloster, on a Donovan, puis on a ajouté 3 ou 4 autres Américains qu'on était capable d'identifier pendant la saison morte. Alors, il va y avoir de la compétition à ce poste-là, puis il va y avoir de la profondeur. On va garder quelques Américains de plus sur le practice roster en cas qu'il y a des blessures. Alors, ça, c'est toutes des décisions que l'entraîneur en chef et son staff vont prendre pendant le camp d'entraînement, mais je suis beaucoup plus à l'aise cette année concernant la ligne à l'attaque que probablement j'étais l'année passée. Est-ce que tu crois que Shanks pourrait être un partant dès cette année? Naturellement, là, bon, vous allez l'évaluer lors du camp d'entraînement, mais il a beaucoup d'expérience au niveau du football universitaire américain. Est-ce que tu crois que c'est un joueur là, qui pourrait potentiellement là, se retrouver au sein de la formation partante, peut-être pas dès le premier match de la saison régulière, mais en cours de route, puisqu'il semble vraiment avoir un bon potentiel. Puis de qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est un jeune homme qui est très intelligent, en plus d'être très athlétique pour un joueur de ligne à attaque. Oui, oui, écoute, la raison est oui. C'est sûr que quand on l'a sélectionné, on savait qu'on avait cette flexibilité que quand on s'en va en camp, puis écoute, on va voir, peut-être après 2 matchs en concours, on va réaliser qu'il faut que lui, il fait partie de l'alignement partant. Ou peut-être, ça va être une question de 3, 4, 5, 6 semaines avant qu'il fait partie de notre alignement partant. Mais je te confirme, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Il ne faut pas oublier non plus, je pense qu'il était habillé 52 matchs à UNLV, puis il y en a eu 50 départs.
Il était All Conference 2 ans consécutifs. Alors, c'est tout un joueur de foot. C'est un joueur très intelligent. C'est quelqu'un qui va passer beaucoup de temps au stade. Il aime ça de passer du temps, de visionner du tape. Puis c'est quelqu'un qui va. Ça va être un fit naturel, pas seulement pour l'équipe, mais même l'unité de la ligue à l'attaque. Alors, on est très content qu'il fait partie de notre organisation. Puis, je peux te dire qu'il a tout un avenir devant lui. Oui, puis qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de votre choix de deuxième ronde, Beauchemin, un produit de l'Université de Calgary? Il semble que lui, il serait destiné à jouer un rôle de réserviste derrière Marc-Antoine Dequoy. On se souviendra que l'année dernière, lorsque Dequoy avait raté un match en raison d'une commotion cérébrale, en fait, il en avait raté deux, si je me trompe pas. Puis là, ça avait fait boule de neige. Hein. Tu parles du ratio. Là, vous aviez dû mettre un Canadien partant à une autre position. Puis je sais qu'idéalement, toi, tu préfères avoir des réservistes canadiens derrière tes partants canadiens. Alors, est-ce que tu crois que Beauchemin sera en mesure justement de combler ce poste? Oh, c'est sûr et certain. Puis moi, je pense qu'il y a le potentiel d'être aussi partant. Alors, ça va être intéressant le camp d'entraînement. Puis il ne faut pas oublier, dans le cas de Beauchemin, quand tu regardes son parcours universitaire à Calgary, c'est quelqu'un que tu peux l'amener près de la boîte. C'est une machine à plaquer. Il fait beaucoup de ses plaqués à 6 verges, 7 verges de la ligne de mêlée. Alors, tu peux l'amener comme près de la boîte, tu peux l'aligner comme un genre de wheelbacker, tu peux l'aligner comme un nickel. Tu peux avoir un package pour lui comme on a eu l'année passée pour Catan Arpu. Alors, il y a une opportunité que lui puis de quoi soit sur le terrain en même temps. Dépendamment du package qu'on a sur le côté défensif, que Coach Thorpe est en train de travailler sur pendant qu'on se parle. Alors, puis c'est un joueur qui devrait être capable de dominer aussi sur les unités spéciales. Alors, c'est un joueur polyvalent qui encore, je répète, tout un avenir devant lui. Puis il va avoir son mot à dire dans le succès des Alouettes de l'édition 2025 des Alouettes de Montréal. Ouais, j'ai vraiment hâte d'apprendre à le découvrir là, durant le camp d'entraînement. Puis une fois que la saison va être commencée, ça c'est certain, c'est un joueur que je vais observer à Saint-Jérôme. Puis justement, en parlant du camp d'entraînement, le 17 mai, vous avez votre scrimmage. Et ça, naturellement, bon, c'est ouvert au public. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cet événement? Parce que l'année dernière, vous avez eu vraiment une très belle foule. Puis c'est vraiment une belle opportunité pour les gens de venir rencontrer les joueurs une fois que le scrimmage est terminé, prendre des photos avec eux. Bref, c'est un bel événement pour toute la famille. Ben, tu viens juste de le bien résumer, Didier. Oui, on a presque 3000 personnes. C'est une belle opportunité pour nos partisans de voir leur équipe et puis de rencontrer des joueurs qui probablement vont faire partie de notre équipe en 2025, qui sont tout nouveaux des recrues, qui vont découvrir pas seulement la Ligue canadienne, mais la ville de Montréal, puis les partisans, puis l'atmosphère qui s'ouvre autour de cette équipe-là, en particulier quand on joue chez nous. Moi, je m'entends une journée très, très compétitive parce qu'il y en a des jeunes joueurs qui veulent s'établir, puis ça va leur donner un petit peu une opportunité de voir si on va les habiller pour le 24 et le 30 mai quand on joue aller-retour contre Ottawa. Alors, c'est une belle opportunité. Oui, ils vont avoir la chance de prendre des photos puis des autographes, pas seulement avec les joueurs, mais aussi avec les entraîneurs. Puis, j'étais vraiment impressionné Avec par toi la aussi. et on va avoir du plaisir. Ouais, tu vas être disponible pour des photos aussi, j'imagine? Toi aussi? Et s'il y en a quelques-uns, c'est sûr que je vais leur dire oui. Oui. Bon, ben parfait, Danny. Alors ça, le scrimmage des Alouettes qui va avoir lieu samedi, le 17 mai, et le camp d'entraînement qui va commencer déjà dimanche prochain, oui, dimanche le 11 mai. Ce sera les débuts officiels de tous les camps d'entraînement à travers la Ligue canadienne. Alors écoute, Danny, je te remercie encore une fois de nous avoir consacré de ton temps. Je te souhaite de passer une bonne journée et ben écoute, on va se voir dimanche le 11 mai à Saint-Jérôme pour le début de votre camp d'entraînement. Un gros merci, puis on se voit la semaine prochaine.
Didier, si tu le veux bien, revisitons maintenant le repêchage de 2022. 3 ans plus tard, tu l'as dit en ouverture Ouais. d'émission, c'est souvent après 3 ans qu'on peut, évaluer la qualité d'un joueur ou d'une sélection au repêchage et le tout premier choix du repêchage de 2022, ben, il appartenait aux Jaguars de Jacksonville qui ont repêché Trayvon Walker, un choix controversé à l'époque. L'est-il encore aujourd'hui? Ouais, parce que Aiden Hutchinson avait été beaucoup plus productif durant sa carrière universitaire à l'Université Michigan comparativement à la production que Trevor Walker avait eue avec les Bulldogs de l'Université Georgia. Mais bon, toutefois, ce qu'il faut dire, c'est que Walker a eu 10 sacs, a eu au moins 10 sacs, Marc-André, lors des 2 dernières saisons. C'est comme ça passé dans l'ombre en raison justement des mauvaises saisons que les Jaguars de Jacksonville ont eues, mais surtout également en raison du brio de Hutchinson avec les Lions de Détroit. Alors, ça n'a pas été une mauvaise sélection, mais le meilleur joueur des deux, c'est Aiden Hutchinson. Alors, ça aurait dû être lui le tout premier choix de ce repêchage-là en 2022 par les Jaguars de Jacksonville, mais tout de même, Trevor Walker qui est devenu un joueur solide, comme je l'ai dit, 10 sacs lors de ses 2 dernières saisons. Alors, moi, j'ai donné un B- aux Jaguars de Jacksonville pour leur sélection de Walker au tout premier rang parce que, écoute, je dis pas ça parce que ça fait 3 ans de ce repêchage-là. Même à l'époque, en 2022, moi, je me disais que Aiden Hutchinson était un meilleur joueur que Trevor Walker. Il avait été productif. Écoute, il avait établi un record à l'Université de Michigan pour le plus grand nombre de sacs en une saison. Et puis, ben, ça s'est avéré qu'il aurait bel et bien dû être le tout premier choix de ce repêchage-là. Alors, c'est la raison pour laquelle je donne un B-. Oui, je suis sévère. Je donne un B- aux Jaguars de Jacksonville parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix il y a 3 ans. Hutchinson est un joueur de concession. On y arrive en 2 avec les Lions, mais c'est un peu ça, hein. Trayvon Walker, on s'imagine que c'est peut-être pas c'est un excellent joueur de football, mais est-ce que ça change le visage d'une concession? Peut-être pas. Ouais, non, je suis bien d'accord avec toi. En 2, tu en as parlé, Aiden Hutchinson, vraiment la pierre angulaire des Lions pour, plusieurs saisons. On se demande, pas s'il va obtenir un prochain contrat avec les Lions, on se demande plutôt combien que ça va coûter dans son cas, tellement il Mhm. est excellent. Il s'est blessé la saison dernière, a raté, il s'est blessé contre les Cowboys au 5e match de la saison, si ma mémoire est bonne. Mais vraiment Didier, c'est le visage de la concession des Lions là, en défense. Ouais, et puis tu sais, il connaissait vraiment un excellent début de saison aussi là, lorsqu'il s'est blessé lors de ce match-là. On vient de voir ses statistiques à l'écran. Bon, il était partant pendant tous les matchs depuis le début de sa carrière. Il a été plus productif, là, c'est sûr, il a raté plusieurs matchs la saison dernière comparativement à Trayvon Walker, mais il a été plus productif depuis le début de sa carrière que Trayvon Walker. Alors, puis Hutchinson, tu l'as bien dit, Marc-André, c'est le visage des Lions de Détroit. Puis on a vu à quel point il a manqué à l'unité défensive des Lions la saison dernière une fois qu'il s'est blessé. Alors moi, j'ai hâte de le revoir en uniforme cette année. Il devrait être complètement remis de la fracture ouverte qu'il avait subie à une jambe. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les Lions de Détroit d'avoir Hutchinson en pleine santé. Mais encore une fois, c'est lui qui aurait dû être le tout premier choix du repêchage. Mais tant mieux pour Détroit. Ils ont hérité de Hutchinson à la suite de la bévue des Jaguars de Jacksonville. Sans une pression sur le corps, Aiden Hutchinson, en 2023, c'était bon pour le deuxième rang dans la NFL derrière Micah Parsons seulement. Et en 2024, il avait déjà 45 pressions sur le corps après en 4 matchs et demi. Donc, il était peut-être en voie de connaître une saison, là, d'être nommé ou nominé pour le titre de joueur par excellence en défense. On ne le saura jamais. Mais oui, Aiden Hutchinson, vraiment un joueur d'impact là, de ce repêchage. C'est le meilleur joueur de ce repêchage, à mon avis, 2022 pour l'instant. Ouais, Les parce Texans de qu'il y, Houston il y en a une 3. chose, Marc-André, tu dis que c'est le meilleur joueur du repêchage. Là, on va faire le tour des 32 sélections, mais ça n'a pas été une grande cuvée, hein? Surtout qu'on va arriver dans la deuxième moitié de la première ronde. Ouais. Il y a quelques flops, là. Puis on dit Mhm. souvent que 50% des choix de première ronde au repêchage bien, deviennent des flops. Puis c'est un peu qu'est-ce qu'on voit, là. Il faut garder ça en tête. On était excité avec le repêchage il y a 2 semaines de la NFL, mais il faut garder ça en tête. Généralement, 50% des choix de première ronde deviennent des flops. Et en passant, un A, bien sûr, au Lion de Détroit pour la sélection de Hutchinson il y a 3 ans maintenant. Les Texans de Houston en 3, on se demandait qui de Derek Stingley ou de Sauce Gardner allait être leur choix. Finalement, ils ont décidé, Mm. les Texans, de choisir, d'arrêter leur choix sur Derek Stingley. Ça n'a pas été facile à sa saison recrue, mais depuis, il progresse à une vitesse fulgurante. On voit vraiment le joueur.
le joueur d'impact qu'il peut être depuis 2 ans, en tout cas. Ben écoute, la saison dernière, ça a été sa meilleure saison là, dans la NFL de ces 3 saisons. Il a réussi 5 interceptions, puis il a été récompensé là, justement durant la saison morte. Il a signé une prolongation de contrat de 3 ans, 90 millions de dollars avec les Texans de Houston. Je crois maintenant Stingley avec Patrick Surtain Junior, je crois que c'est possiblement les deux meilleurs demi-coins là, de la NFL. Là. Surtain a été sélectionné en tant que joueur par excellence de la NFL la saison dernière en défense. Mais écoute, Derek Stingley, c'est vraiment tout un joueur. Il était tout un joueur à LSU. Ça a été un peu lent en début de carrière. Mais là, vraiment, il fait partie de l'élite de la NFL à la position de demi-coin. Alors, un A pour les Texans de Houston et leur sélection de Derek Stingley il y a maintenant 3 ans. 5 interceptions pour Stingley en 2023, 5 en 2024, 11 au total en 3 saisons. En 4, les Jets de New York, qui avaient 3 choix de première ronde dans ce repêchage de 2022, Ben choisissent, oui. ils vont connaître d'ailleurs un gros repêchage, c'est mon avis. Ils commencent en force en 4 avec Ahmad Sauce Gardner, le demi de coin étoile, qui est devenu un joueur étoile là, pour les Jets de New York. Ouais, puis ça a vraiment été un beau choix. Hein. Tu sais, Sauce Gardner, c'est tellement grand et long pour un demi de coin. 6 pieds 3 pouces, 190 livres. Moi, j'ai donné une note de B+, OK, aux Jets de New York pour leur sélection de Sauce Gardner. C'est un des bons demi-coins de la NFL, mais sais-tu quoi, Marc-André? J'ai hâte de le voir en action cette année. Parce qu'avec Aaron Glenn, maintenant, comme entraîneur-chef des Jets, Aaron Glenn est lui-même un ancien demi de coin étoile. Je suis certain là, qu'il doit saliver là, à l'idée de pouvoir travailler avec Sauce Gardner. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir ça, Sauce Gardner, sous les directives de Aaron Glenn. Il pourrait connaître vraiment toute une saison, là, je pense. Il connaît un excellent début de carrière. Je pense vraiment cette année, Sauce Gardner, il pourrait justement peut-être aller rejoindre Derek Stingley et Patrick Surtain fils dans l'élite, là, comme je le disais, à la position de demi-coin de la NFL. Alors, ouais, un B+. Un B+, je pense qu'il y a une place pour que Sauce s'améliore. Il a connu quand même une saison en deçà des attentes en 2024 après les standards qu'il avait placés lors des à ses 2 premières saisons. N'empêche, il n'a seulement alloué qu'un seul touché en 3 saisons. Donc, Sauce Gardner, vraiment un joueur élite dans le circuit. En 5, les Ouais. Giants, C'est l'équipe, qui eux l'équipe des aussi, Jets. Ça a été la déconfiture complète avec les Jets. On ne peut pas juste le exactement. blâmer. Exactement, en 5. Les Giants aussi qui avaient 2 choix dans les 7 premiers rangs lors de ce repêchage, choisissent en 5 Kevin Thibodeau, l'ailier défensif. Et Kevin Thibodeau, 21 sacs en carrière. On pourrait penser que c'est un excellent choix, mais c'est pas tout, Didier, les sacs, hein, dans la vie. Kevin Thibodeau, ça demeure quand même un choix. On s'attend peut-être à plus de Kevin Thibodeau du côté des Giants. Ah, écoute, je pense que tu vois ça comme moi. Hein. On voit ses statistiques à l'écran. 43 départs en 43 matchs, 86 pressions. Tu as mentionné les 21 sacs. Moi, j'ai donné une note de B-. Parce que justement, moi aussi, là, je pense que Kevin Thibodeau pourra en donner plus aux Giants de New York. Là, parce que tu parles d'un joueur qui a été sélectionné dans le top 5. Là, ça a été le 5e choix de ce repêchage-là en 2022. Puis il y a des matchs, lorsque je regarde jouer, je ne suis pas certain qu'il donne tout le temps sa pleine mesure. Alors, ça explique pourquoi moi, j'ai donné une note de B-. B- pour la sélection de Kevin Thibodeau. Pour moi, il y a un grand potentiel. Puis là, j'ai hâte de voir jumelé avec Abdul Carter. Il y a Dexter Lawrence à la position de plaqueur. Brian Burns également, un autre chasseur de quart. Alors, tu sais, tu ne peux pas doubler personne. Alors, Kevin Thibodeau, il n'y a pas de raison pourquoi il ne devrait pas au moins récolter 10 sacs en 2025, s'il est en mesure, bien sûr, là, de rester en santé. En 2024, Kevin Thibodeau a obtenu 5,5 sacs. De ces 5,5 Mm. sacs-là, 2,5, ça a été lors des semaines 17 et 18, donc contre les Colts qui étaient éliminés des éliminatoires Mm. et contre les remplaçants des Eagles qui reposaient leurs joueurs là, en vue des éliminatoires. Donc, Ah des oui, fois, oui, oui, c'est vrai, oui. les statistiques, c'est pas tout dans la vie. C'est un peu le point que je voulais amener Ouais. ici. En 6, Mais je veux dire les quelque Panthers chose, de... juste pour le Vas-y, vas-y. défendre, vite, vite, excuse-moi. Les Giants n'avaient jamais l'avance l'année dernière. On sait à quel point ils étaient pourris. Hmm. Alors, pour un chasseur de cartes, si ton équipe n'a jamais l'avance, ben, tu as moins d'opportunités justement afin de récolter des sacs. Des sacs.
Donc, en tout cas, on va voir si l'attaque des Giants va être meilleure avec Jameis peut-être, Russell Wilson peut-être, Jackson Dart peut-être au poste de quart. On ne sait pas. On va voir ce que ça va donner. Les Panthers se sont tournés en 6 vers le premier joueur à l'attaque de ce repêchage-là, en Ikem Ekwonu. Ce ne sera pas un bloqueur élite dans la NFL, Ekwonu, mais ça demeure un joueur qui a une valeur inestimable là, pour les Panthers. C'est un très bon joueur de football qu'ils ont eu en 6, les Panthers. Ouais, puis les Panthers, justement, l'ont récompensé parce qu'ils ont décidé finalement de lui accorder son option de sa 5e année de contrat pour la saison 2026. Puis écoute, Ekwonu, il continue de s'améliorer. Il est âgé seulement de 25 ans, 49 départs en 3 saisons là, avec les Panthers de la Caroline. Ça a été difficile au début de sa carrière. Ça se reflète au niveau des statistiques. En 2023, il avait accordé 11 sacs du quart. L'année dernière, en 2024, ben, ça a été seulement 7 sacs d'accordés. Et donc, il y a eu une amélioration de sa part. Excuse-moi, j'ai dit en 2023. En 2022, lors de son année recrue, après ça, en 2023, 7 sacs accordés. Là, ça allait mieux la saison dernière avant qu'il ait subi une blessure à une cheville. Mais non, comme tu l'as dit, ce qui fait partie de l'élite des bloqueurs, pas encore, peut-être que ça va arriver, mais c'est un joueur solide afin de protéger Bryce Young. En 7, au 7e rang, les Giants, avec leur deuxième choix de première ronde, repêchent Evan Neal, Didier. Et là, c'est un constat d'échec pour les Giants. Evan Neal, Ouais. euh, c'est ça, un échec sur toute la ligne. Ouais. Ben, écoute, j'ai oublié de dire ma note, c'est un B pour Ekwonu des Panthers de la Caroline. Mais ouais, Evan Neal, c'est un F. OK, c'est ça ma note. C'est un F, Marc-André. Pas le choix. Tu l'as dit, écoute, c'est un désastre. En position de bloqueur à droite, il a été un désastre depuis qu'il s'est joint aux Giants de New York. Là, c'est rendu au point, bon, on ne veut pas lancer la serviette du côté de l'organisation new-yorkaise. Là, je lisais qu'on va peut-être l'essayer à la position de garde plutôt qu'à la position de bloqueur. Il a joué à la position de garde lorsqu'il jouait à l'Université d'Alabama. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, après 3 saisons, Evan Neal, c'est tout un flop monumental. 11 sacs alloués la saison dernière, 18 pénalités, beaucoup de la misère sous pression. Bref, un flop monumental. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien qui Dans le marche cas pour lui. d'Evan Neal, exactement, exactement. Le premier receveur de passe de cette QV 2022 sort au 8e rang. C'est les Falcons qui repêchent Drake London, Didier. Et on a vu Mhm. l'éclosion ou ce qui s'apparente à une éclosion de Drake London avec Michael Penix en fin de saison. Ouais, puis bien sûr, on souhaite que ça va se poursuivre du côté des Falcons d'Atlanta. J'ai donné un B à Drake London des Falcons d'Atlanta pour sa sélection en 2022. Écoute, bon, lui aussi, c'en est un autre dont l'organisation a choisi de prolonger son contrat. Là. On lui a accordé son option de 5e année. Puis l'année dernière, ben, il a connu sa meilleure année. Il a atteint la marque des 1000 verges par voie de réception pour la première fois de sa carrière. Il a inscrit 9 touchés. Puis dès que Penix est devenu carrière partant, ben Penix, il avait confiance en Drake London, comme tu l'as dit. Il y avait une belle chimie immédiatement entre eux. Donc moi, j'ai hâte de voir ça là, cette année en septembre, quand la saison régulière va commencer. S'ils vont être en mesure de bâtir là-dessus, là, de poursuivre là-dessus. Mais ça a été une bonne sélection. Donc, note un B pour les Falcons d'Atlanta pour leur sélection de Drake London. Puis je lui souhaite de connaître une autre saison de 1000 verges, une deuxième consécutive. Au 9e rang, les Seahawks de Seattle ont obtenu le choix des Broncos pour repêcher le joueur de ligne offensive Charles Cross de l'Université Mississippi State. Après une transition en 2022, il est devenu un des bons bloqueurs. Ben, en fait, il est devenu bloqueur à droite, bloqueur à gauche, pardon, des Seahawks de Seattle. Il a juste 24 ans. Mais écoute, on peut peut-être dire, est-ce que c'est une lueur d'espoir là, pour les Seahawks dans une ligne à l'attaque qui était excessivement mauvaise la saison dernière? Je crois que oui, surtout que là, on a repêché Gray Zabel en première ronde. On est allé chercher du renfort au niveau de la ligne à l'attaque. Zabel qui semblerait devrait jouer à la position de garde. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour Sam Darnold, si c'est bel et bien le cas. Et puis, pour en revenir à Cross, écoute, là, j'ai ça devant moi. 48 départs en 48 matchs. Là, depuis que les Seahawks sont repêchés,
Il est devenu une valeur sûre à la position de bloqueur à gauche et le reste de la ligne à l'attaque, en particulier le centre de cette ligne à l'attaque qui a des ennuis. De là, la sélection de Zabel. Mais ouais, c'est un excellent début de carrière pour Charles Cross. Puis la raison pour laquelle je lui donnais un B à Cross, c'est comme on vient de le dire, il a amené de la stabilité au moins à la position de bloqueur à gauche de la ligne à l'attaque des Seahawks. Au 10e rang, les Jets de New York, ils vont de leur deuxième sélection de la soirée et repêchent le receveur Mhm. Garrett Wilson. Didier, évidemment, Garrett Wilson, on se demandera toujours ce qu'il aurait pu faire à ses trois, ou ce qu'il aurait pu accomplir à ses 3 premières saisons s'il avait eu un jeu plus constant à la position de carrière. Ouais, ben, on voit ça du même œil, hein, parce que moi, j'ai écrit dans mes notes, là, écoute, qu'il a été productif. Hein. Depuis son année recrue, il est productif sans stabilité à la position de carrière. On avait de hauts espoirs lorsque Aaron Rodgers s'est joint aux Jets. Mais ça pour dire, moi, j'ai donné un A à Garrett Wilson et aux Jets de New York. Ça a vraiment été une bonne sélection. Puis là, il va être réuni cette année avec son carrière lorsqu'il jouait à Ohio State. Justin Fields, est-ce qu'ils vont pouvoir répéter le succès qu'ils avaient à Ohio State? Bon, Justin Fields, on en parle là, depuis des années, depuis que les Bears ont repêché. Il est limité comme passeur, mais là, c'est un autre départ pour lui. En tout cas, j'espère que ça va fonctionner entre lui et Garrett Wilson. Mais un A, ça, c'est ma note pour la sélection de Garrett Wilson il y a 3 ans par les Jets. Recrue de l'année offensive en 2022, Garrett Wilson. Au 11e rang, Oui, c'est Didier, vrai. Ben les oui. Saints Les Saints effectuent une transaction avec les Commanders pour grimper dans le Mhm. repêchage pour sélectionner le receveur Chris Olave des Buckeyes de Ohio State. Après une fin de saison 2023 encourageante avec Derek Carr, ben, l'an passé, ça a été vraiment une saison de blessure là, pour Chris Olave. Il y a vraiment un historique de commotion là, qui commence à ressortir dans son cas. Ouais, c'est la raison pour laquelle, écoute, j'ai donné un B à Olave et aux Saints. Ben, tu as parlé des commotions. Tu sais, il a subi 2 commotions la saison dernière, puis elles ont été rapprochées. Si je me souviens bien, ça a été 2 commotions en l'espace d'1 mois. Et puis la deuxième, écoute, j'étais à la description au NFL Red Zone, puis du moment qu'il s'est fait frapper, de la façon dont il est tombé au sol, comme une vraie poupée de chiffon, on savait que c'était sérieux, puis on ne l'a pas revu pour le reste de la saison. Ça, c'est quelque chose à suivre, là, tu sais dès cette année, de son retour au jeu, s'il sera en mesure justement d'éviter d'être victime d'une autre commotion cérébrale. Il est très talentueux, il est rapide. L'Université Ohio State, son alma mater, c'est une usine à receveurs de passes. Mais là, ça va être une question pour lui de rester en santé. Puis, en tout cas, on va voir qu'est-ce qui va arriver parce que Marc-André, on ne sait même pas si Derek Carr va être en Mhm. mesure de jouer la saison prochaine. Depuis qu'on a appris qu'il a peut-être besoin d'une intervention chirurgicale à une épaule, on n'a jamais eu de mise à jour là-dessus de la part des Saints. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver pour Olave et pour Derek Carr aussi. Au 12e rang, les Lions ont décidé de grimper. Ils font une transaction avec leurs rivaux de division, les Vikings, à l'époque, lors du Mm. repêchage 2022, pour repêcher le receveur Jameson Williams du Crimson Tide d'Alabama. Après un début de carrière marqué plus par des frasques hors terrain, bon, on a vu ce que Jameson Williams peut apporter à une équipe de la NFL en 2024. Ouais, ça a été long. Là, il a finalement mis ses frasques derrière lui. Moi, j'ai donné un B pour cette sélection de Jameson Williams. Écoute, sous Ben Johnson savait comment l'utiliser. Hein. Bon, naturellement, on le ciblait dans les zones profondes, parce que c'est un des joueurs les plus rapides de la NFL, mais on lui remettait le ballon à l'occasion au sol sur des jet sweeps, également au cours de passe-pièges. J'ai hâte de voir maintenant, avec un nouveau coordinateur en attaque du côté des Lions de Détroit, est-ce qu'il va continuer d'utiliser les forces de Jameson Williams aussi bien que Ben Johnson le faisait? Ça reste à voir, mais un B pour Jameson Williams. Puis lui aussi, son équipe, les Lions de Détroit, ont décidé de lui accorder son année d'option, sa 5e année d'option sur son contrat recru. Talentueux, Jameson Williams, mais on a l'impression Mhm. qu'il n'a pas encore atteint son plein potentiel, si tu veux mon avis. Oui, ben, écoute, lui, son pire ennemi, c'est lui-même. Hein, parce que tu as parlé de ses phrases en début de carrière. Au niveau de la maturité, là, c'est bel et bien derrière lui. Il y a tellement un grand potentiel. Là. Puis si on peut l'utiliser de la bonne façon, ouais. Écoute, là, il pourrait connaître toute une saison en 2025. Les Eagles repêchaient au 13e rang en 2022 et ont jeté leur dévolu sur Jordan Davis, qui est encore avec l'équipe aujourd'hui.
de l'Université de Georgia. On a commencé là, à faire le plein de joueurs défensifs de l'Université de Georgia avec les Eagles en 2022. Qu'est-ce que tu penses de Jordan Davis jusqu'à maintenant avec les Eagles? Ah, je suis curieux de savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est ton club, les Eagles, ton équipe favorite. Là. Qu'est-ce que tu penses de la sélection de Jordan Davis il y a 3 ans? Te souviens-toi, au camp d'évaluation, au combine de la NFL, là, tout le monde parlait de lui à 6 pieds, 6 pouces, 330 livres. Je pense qu'il avait couru un 4-8 aux 40 verges. C'est pas même plus rapide que ça. C'est incroyable. Mais moi, ça me laisse sur mon appétit, là, sa Ouais. carrière, depuis qu'il a été repêché. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense pas qu'il va devenir le joueur dominant, ce à quoi on s'attendait là, de la part de Jordan Davis. Je pense qu'il y a une présence contre le jeu au sol. Je pense qu'il rend de fiers services aux Eagles. Par contre, ça sera pas un joueur élite. C'est un joueur même, je te dirais, remplaçable, là. Si on essaie de naviguer les contrats et tout ça, c'est un bon joueur de football, mais comme je l'ai dit, c'est pas un joueur, d'impact. C'est un joueur de rotation, hein, dans la NFL, plus Jordan Ouais. Davis. Il y a de la production, il y a une certaine production, il y a une certaine efficacité. Mais de là à le sélectionner avec le 13e choix au total, ça me laisse un peu sur mon appétit, moi aussi. Ouais, ben écoute, les Eagles ont décidé de lui donner son option de 5e année. Ça, c'est une bonne nouvelle dans son cas. Moi, j'ai donné une note, un C pour Jordan Davis. Un C parce que, comme Mmh. on vient de le dire, comme tu viens si bien de le dire, ça nous laisse sur notre appétit. Mais il est tellement corpulent. J'ai eu la chance de le voir en personne là, au mois de février dernier au Super Bowl. Marc-André, ça n'a pas de bon sens. Là. Il est immense, là, immense. Je ne sais même pas comment le décrire. C'est un des plus gros êtres humains que j'ai jamais vu en personne. Mais un C que je lui donne. Parce que, comme tu l'as dit, tu l'as bien résumé, c'est un joueur de rotation. Il ne va pas devenir un joueur vedette comme on l'espérait lorsque Philadelphie l'a repêché. En numéro 14, au 14e rang, c'était les Ravens de Baltimore qui parlaient à cette époque-là. Ça nous permet de faire un petit Mm. aparté, une petite parenthèse pour, vous parler un peu de Justin Tucker, qui est la nouvelle vraiment de la semaine ou des derniers jours Mhm. dans la NFL. Il a été libéré par les Ravens. Didier, qu'est-ce que tu as pensé? Bien évidemment, qu'est-ce que tu as pensé de cette libération-là? En fait, c'était une question de temps, là, selon moi. On a même repêché un botteur là, au repêchage du côté des Ravens. On s'en attendait. Ouais, en 6e ronde, ils ont repêché un spécialiste de beauté de précision. Ben écoute, c'est incroyable, là, qu'est-ce qui est sorti à propos de Tucker. Il y aurait près d'une vingtaine de femmes, des masseuses. C'est le même scénario que de Sean Watson. Il allait se faire masser dans des salons de massage, de physiothérapie dans la région de Baltimore. Puis il y a eu un comportement inapproprié de façon sexuelle envers près d'une vingtaine de masseuses, si bien qu'il y a plusieurs masseuses qui refusaient de le traiter. Alors, les Ravens de Baltimore, ben, ils n'avaient simplement pas le choix que de le libérer, mais je ne sais pas si on l'aurait libéré malgré cette histoire-là, parce que je ne sais pas si tu te souviens, il en a arraché la saison dernière. Hein? Il n'a vraiment pas connu une bonne Mhm. saison. Alors, puis là, c'est un haut salarié pour un botteur de précision. Donc, peut-être que du côté des Ravens, quand cette histoire-là est sortie, ben, ça a facilité la décision du côté de Baltimore, parce que ça fait 13 ans qu'il portait les couleurs des Ravens. Donc, il commence à être âgé et tout. Mais je me demande aussi le fait qu'il a connu une saison difficile l'année dernière. Parce que Ouais. tu sais, Justin Tucker, c'est monsieur automatique habituellement. Peut-être qu'il savait qu'est-ce qu'il s'en venait, tu sais. Peut-être qu'il savait qu'il y avait des accusations qui s'en venaient contre lui, puis c'est pour ça qu'il est. Ben, ça a dérangé pendant toute la saison. Puis les batteurs de précision, c'est simple, c'est vraiment mental, là, eux, là, tout ça. Puis peut-être que ça explique pourquoi il a connu une saison si difficile. On le saura probablement peut-être pas, peut-être jamais, mais moi, je pense qu'on lui avait mis la puce à l'oreille avant, puis c'est ce qui explique un peu Ouais. ses contre-performances. Mais moi, ce qui m'a le plus fasciné, c'est, le communiqué des Ravens lorsqu'on l'a libéré en vantant, le fait que ça a été un grand joueur de l'organisation, qui a connu ses réalisations avec les Ravens. Moi, je sais pas, tu dis on parlait qu'il y avait peut-être des comportements avec une vingtaine de filles. Je me suis regardé une petite gêne, là, si j'avais été les Ravens. J'ai trouvé ça spécial un peu comme communiqué, d'au revoir ou de libération là, de Justin Tucker. Ouais, je suis d'accord avec toi, tu sais, mais bon. On l'a On ne le reverra glorifié, tu plus, sais. Justin Tucker. On- Pardon? On l'a glorifié un peu dans le communiqué. J'étais comme: Ouais, «C'est un peut-être pas le peu, moment». ouais.
Ouais, non, je sais, écoute, il était un grand joueur pour l'organisation, mais comme tu dis, c'était pas le moment de le faire, mais en même temps, peut-être eux ils se sont dit, regarde, on veut juste en finir avec lui, on veut plus être associé avec lui. Si on fait pas ça maintenant, ben, quand est-ce qu'on va avoir l'occasion de le faire? Ben, bref, Justin Tucker, écoute, je pense pas qu'on va le revoir au sein d'une équipe de la NFL, parce que les accusations semblent être fondées et sérieuses. Il n'a pas été reconnu coupable de rien, là. Le système judiciaire doit faire son œuvre. Mais ça regarde vraiment pas bien pour lui, là, d'après ce que j'ai lu. Un joueur qu'on pourrait glorifier ou vanter les réalisations chez les Ravens, c'est le choix qu'ils ont repêché au 14e rang en 2022, Kyle Hamilton, le Hmm. maraudeur vraiment, un joueur tout étoile, une autre grande sélection là, de la part des Ravens. Ils nous ont habitués à ce genre de coup. Écoute, c'est un des meilleurs maraudeurs de la NFL. Tout simplement, il était tout un joueur à l'Université Notre-Dame. Par contre, bon, il avait déçu avec son chrono 40 verges. Puis il y a des gens qui disaient, ouf, est-ce que ça vaut la peine de le repêcher en première ronde? Les Ravens l'ont fait. J'aime la façon dont les Ravens l'utilisent. Ils l'utilisent avec ses forces. On l'utilise près de la boîte régulièrement. Donc, en support de course, il est vraiment super. Écoute, là, c'est une arme en défense, Carl Hamilton, utilisé de la bonne façon. Et c'est ce que fait Baltimore. Puis là, cette année en plus, Marc-André, il va être jumelé avec Nick Emenwari. Emenwari qui a été repêché en deuxième Non, non, ronde non, 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 par non. les Ravens de Baltimore. Malachi Stark. Malik ça, oui, excuse-moi, oui, oui, j'ai mis dans mes notes Nick. Ouais, c'est moi, moi, je préférais Emenwari à Malachi Stark. C'est pour ça, puis je me suis gardé ça en tête. Mais t'as raison, c'est Malachi Stark qui est tout un joueur de football, lui aussi, l'ancien d'Alabama. Alors, on va miser sur potentiellement le meilleur duo de maraudeurs là, de toute la NFL avec Kyle Milton et Stark. Donc, ça pourrait être vraiment bon pour les Ravens de Baltimore. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, leur défense contre la passe avait connu des ratés. Mais tout ça pour dire, pour la sélection de Carl Milton, j'ai donné un A pour cette Mhm. sélection par les Ravens il y a 3 ans en première ronde au 14e rang. Leur méthodologie des Ravens, on repêche des bons joueurs de football, puis on s'occupera du reste plus tard. On a encore fait ça cette année avec Malachi Starks. On a encore fait ça avec Mike Green. Je veux dire, c'est des bons joueurs de foot. Puis on s'occupera de des autres choses plus tard. Dans le cas de Mike Green, on s'en reparlera peut-être, dans un avenir approché, mais bon, mais oui, c'est un peu ça les Ravens. Ils nous font le coup à chaque année. C'est une équipe qui repêche super bien, puis c'est pour ça aussi qu'année après année, tu sais, on a repêché Lamar Jackson en deuxième ronde aussi, lorsqu'on avait Joe Flacco. Bref, on repêche des bons joueurs de foot, on pêche des gars avec des qualités athlétiques. C'est ça qui fait qu'on est une équipe dominante année après année ou qui aspire du moins aux plus grands honneurs depuis plusieurs années, depuis presque quoi, une décennie maintenant. C'est assez fascinant ce que les Ravens font au repêchage. Non, ils sont constants. Effectivement, Baltimore est toujours constant. Oui, ça, c'est vrai. Au 15e rang, les Texans de Houston, c'était leur deuxième choix de repêchage dans ce repêchage 2022. Les Texans ils ont repêché Kenyon Green, un joueur de ligne offensive. Vraiment, ben, force est de constater que ça n'a vraiment pas été un bon coup elle a été échangé aux Eagles là, dans l'entre-saison. Ouais, rendu avec ton club, mais il ne sera pas partant. Là. Ouais. Les Eagles ont la meilleure ligne à l'attaque de la ligue. Ça va être dans un rôle de réserviste. Harry Roseman, il aime ça, aller chercher des anciens choix de première ronde, leur donner une deuxième chance. Mais Kenyon Green, est obligé de donner un F pour cette sélection-là par les Texans de Houston. C'est une des raisons pourquoi, là, souviens-toi, l'année dernière, la ligne à l'attaque n'était pas en mesure de bien protéger CJ Stroud. C'est venu bousiller la saison de Houston. Heureusement qu'on joue au sein d'une des pires divisions de la NFL. Mais tout ça pour dire, ouais, il a été échangé en retour de CJ Gardner-Johnson aux Eagles de Philadelphie. Puis bon, il a raté la saison 2023, oui, en raison d'une blessure à une épaule. Donc, contre-performance, les blessures. Puis là, ben, il est déjà après 3 ans, on l'a déjà échangé, il fait partie de notre formation. On n'a pas le choix que de donner un F pour cette sélection. On espère du côté des Eagles qu'on dit beaucoup de bien, là. On dit souvent que Jeff Stoutland, l'entraîneur de la ligne à l'attaque des Eagles, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur entraîneur de ligne à l'attaque dans la NFL. On espère qu'il pourra faire peut-être un petit miracle avec Kenyon Green, mais oui, il a été partant pour la première fois en 2024. Il a accordé 5 sacs dans un temps de jeu limité. Il a pris 7 pénalités. Bref, et on s'en est débarrassé là, du côté des Texans. On était très Spectaculaire, ça. satisfaits. On a décidé de revamper toute notre ligne à l'attaque. Bref, j'ai bien hâte de voir la suite des choses dans le cas de Green.
Au Hmm. 16e rang, les Commanders de Washington, on se souvient tout à l'heure, hein, on les avait transigés avec les Saints. Ils ont repêché un receveur de passe à leur tour. Mais il aurait pu avoir Chris Olave au 12e rang, mais finalement, on est descendu au 16e rang pour repêcher Jahan Dotson, qui lui aussi est rendu un membre des Eagles. Ben ouais, c'est ça que je te disais. Ton DG, il aime ça, là, donner des deuxièmes chances à des anciens choix de première ronde. Puis Dotson, souviens-toi, c'est lui qui avait inscrit le premier touché du match au Super Bowl au mois de février dernier Mhm. contre les Chiefs de Kansas City. Alors, Jahan Dotson, champion du Super Bowl, mais malgré tout, F. OK? Je donne un F parce que, ben justement, les Commanders l'ont repêché. Ils n'ont pas été en mesure de le développer. Peut-être que je suis trop sévère. Peut-être, bon, là, avec les Eagles, ça va un peu mieux pour Dotson, mais peu importe. Ça n'a pas été une bonne sélection. Là. Le fait que 3 ans plus tard, ben, il joue pour pour tes rivaux de section, ça veut dire que ça n'a pas été une bonne sélection. Comme tu l'as dit, si on était resté au 12e rang, on aurait pu repêcher Olave. Ça, c'est une des raisons pourquoi ben, il y a un nouveau régime à Washington, puis on a connu du succès l'année dernière. Alors oui, un F pour la sélection de Jahan Dotson par les Eagles de Philadelphie. Imagine Par à les Commanders Washington, de Washington. Ouais. imagine à Washington un duo Chris Olave et Terry McLaurin, à quel point que ça peut être dévastateur. Deux anciens d'Ohio State ensemble. Ben oui, ben oui. Exact, Imagine-toi. exact, Mais bon. exact, Au moins, on dirait exact. que la concession de Washington maintenant est sur le bon chemin maintenant, on dirait alors. Ouais, mais ouais, c'est ça, exact. Avec Jaden Daniels, puis un nouveau stade qui est d'ailleurs qui va être majestueux. Oui, ouais, ben oui, hein, t'as vu ça, ça va être incroyable. Et puis en Ouais, plus, le repêchage de 2027 va avoir lieu à Washington également. Là. Donc, on met le paquet du ouais. côté de Washington. Alors, on va voir ils seront en mesure de répéter le succès qu'ils ont eu l'année dernière. Mais ouais, la fierté pour l'équipe de football est revenue à Washington après quoi? Près de 25 ans de misère sous Dan Snyder. Jaden Daniels, là, vraiment a apporté un souffle totalement nouveau à à l'équipe de Washington, puis c'est tant mieux Mm. parce que c'est une formation qui est quand même, une formation, légendaire ou mythique un peu là, de la NFL avec Beaucoup de des victoires tradition. au Super Ouais. Bowl dans les années 90. Ouais, la tradition, c'est exactement le mot que je cherchais. Au 17e rang, les Chargers de Los Angeles, repêchent, le joueur de ligne offensive Zion Johnson, de Boston College. Zion Johnson, on Mhm. dirait que, il peut être très bon, mais il peut être quand il est bon, puis quand il est mauvais, il est très mauvais. Il y a vraiment c'est une question de constance dans son cas, selon moi, là. Ouais, surtout constance en protection. Tu sais, au sol, ça va bien, mais en protection de passe, c'est là qu'il a des ennuis. Zion Johnson, puis c'est une des raisons, j'imagine, pour laquelle, ben, justement, on a refusé de lui concéder son option de 5e année. Écoute, quand même, 49 départs en 3 saisons, tu sais, c'est ça le pire, là, tu sais. 49 départs, mais tu sais, ça doit être bizarre, ça, pense-y. Parce que là, lui, il va jouer pour les Chargers cette année. Mais il sait que les Chargers ne veulent pas de lui pour la saison 2026. Donc, tu te sens comment, là, quand tu vas travailler? Tu sais, pense-y, quand tu rentres au bureau. Tu sais, puis tu sais que vraiment, bon, on est pogné avec toi pour une autre année, mais on va pas t'offrir une prolongation de contrat, à moins que tu aies une saison exceptionnelle. Mais ça doit être bizarre, non? Oui, très bizarre. J'imagine que c'est l'ego puis la fierté qui embarque. Il me dit: je veux mo à tout le moins montrer peut-être aux autres équipes, si je veux me trouver nicher un autre emploi, que je peux faire la job». Donc c'est peut-être ça la mentalité qu'il faut avoir là, J'imagine, dans ouais. le cas de Johnson. Ouais. Pas le choix, ouais. Alors, ouais, c'est Oh! un C que je Là, je donne, me ouais, pour le repêchage de Zion Johnson, ouais. je me souviens de ça, au 18e rang. Les Eagles de Philadelphie, échangent leur choix, en fait, aux Titans du Tennessee. Les Titans de Philadelphie, en fait, échangent A.J. Brown aux Eagles contre ce choix de Mhm. 18e rang et repêchent, on disait à l'époque, son remplaçant en Treylon Burke. Force est de constater que ce n'était pas le cas. J'ai écrit dans mes notes pour Traylon Burks. Pauvre lui. OK, on voit ses statistiques à l'écran. Seulement 17 départs en 3 saisons. Il a marqué juste un touché, Marc-André. Un touché en 3 saisons. Il a raté plusieurs matchs également en raison de blessures. Mais on lui a mis tellement de pression sur les épaules. Je ne sais pas si tu te souviens du repêchage de 2022, premièrement, euh, lorsque les Titans ont échangé A.J. Brown.
à quel point Mike Vrabel, lui, il n'était pas content, tu sais, dans le War Room, on le voyait. Parce que A.J. Brown, lui, était un grand fan de A.J. Brown. Tu sais. Puis A.J. Brown était jeune, un des meilleurs receveurs de passe de la NFL. Tu repêches, c'est pour ça que le repêchage a lieu, afin de trouver des joueurs comme A.J. Brown. Puis une fois que tu les as, ben, tu les récompenses avec une prolongation de contrat. Mais les Titans, non, eux, ils ne voulaient pas payer A.J. Brown. C'est la raison pour laquelle ils ont changé aux Eagles. Là, ils ont immédiatement repêché Traylon Burks, puis ils disaient ouais, ouais, il a le même style, il a un gros physique imposant comme A.J. Brown. Hey, c'est beaucoup de pression à mettre sur un jeune, là, de demander de remplacer immédiatement un des meilleurs receveurs de passe de la ligue, surtout qu'on n'avait pas de carrière au Tennessee. Alors, pauvre Traylon Burks, c'est un flop. Là. On est dans la zone où il y a quelques flops. Là. Puis, j'ai pas le choix que de donner un F, un touché en 3 ans, là, mais l'organisation ne l'a pas vraiment aidé. 699 verges en carrière pour Traylon Burks. A.J. Brown avait ça Hmm. lors de la semaine 9 en 2022. Ça donne une idée. Ah. Ah, tu fais juste tourner le fer dans la plaie là, pour Traylon Burks. Et je pourrais dire que A.J. Brown a plus de participation au Super Bowl que Traylon Burks a touché dans la NFL. En plus, imagine-toi. Ben ouais, 2 participations au Super Bowl pour A.J. Brown, un touché seulement pour le pauvre Burks. Okay, on va passer à une autre équipe. Le pauvre lui. Les 19e rangs également, les Eagles sont encore impliqués avec une transaction au 19e rang. Les Saints de la Nouvelle-Orléans acquièrent le choix de 19e, 19e au total des Eagles, qui vont avoir en échange un choix en 2023. Et ce choix-là va devenir Jalen Carter en passant pour la petite histoire. Mais oui, avec ce choix-là, les Saints de la Nouvelle-Orléans repêchent Trevor Penning au 19e rang. C'est un joueur de ligne offensive de Northern Iowa. Puis écoute, ça aussi, c'est un choix qui finalement ne s'est pas avéré vraiment très fructueux. Oui, c'en a un autre joueur là, que son équipe lui a refusé son option de 5e année. Écoute, Penning, j'ai donné un C. Tu sais, parce que oui, il a obtenu du temps de jeu, il y a eu des départs. Toi, là j'ai été trop gentil en donnant un C. Alors, j'aurais dû donner un D pour Penning. Parce que c'est une année de vérité pour lui. Là. Au sein de l'organisation, on n'est vraiment pas satisfait de ses performances depuis 2022, depuis qu'on l'a repêché en première ronde. On laissait bloqueur à gauche, on laissait bloqueur à droite, peu importe ça va pas. Alors, un C, mais qui aurait dû être un D pour la sélection de Trevor Penning par les Saints de Nouvelle-Orléans. Au 20e rang, les Steelers de Pittsburgh décident de essayer de trouver le remplaçant à Ben Roethlisberger. Ils repêchent Kenny Pickett. C'est mon avis, Didier, Kenny Pickett, son début de carrière, honnêtement, j'ai trouvé qu'au départ, il avait des bons flashs, mais c'est vraiment une question de constance dans son cas. Il est inconstant et sous la pression, c'est difficile. Mais qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Kenny Pickett avec les Steelers lorsqu'on on a fait de F, Kenny Pickett le F, 20e sélection totale? F, F? F, F. OK? OK. F. OK. C'est ça ma note. Écoute, cette année-là, il avait été le seul carrière repêché en première ronde. OK? Puis, ben, ça a été une erreur. Écoute, là, quoi, après 2 saisons, finalement, les Eagles ont échangé encore une fois ton DG. Quand je dis qu'il aime les Mmh. anciens choix de première ronde, là, il est champion du Super Bowl, Kenny Pickett, là, il était carrière réserviste derrière Jalen Hurts parce que les Eagles ont défait les Chiefs au mois de février dernier, mais c'est un F, Marc-André. Et puis, oui, c'est vrai, il avait démontré des belles choses. Moi aussi, j'avais vu ça, j'avais espoir. Mais finalement, c'est un carrière réserviste au mieux, Kenny Pickett. Et maintenant, il porte les couleurs des Browns de Cleveland. On va voir ce qui va arriver avec le cirque qui va être de retour à Cleveland avec la sélection de Shedeur Sanders. Bref, un F. OK, je pense que j'ai dit 5 fois là, quand tu me lançais. C'est un F sur toute la ligne. Écoute, l'organisation des Steelers n'a toujours pas de carrière présentement. Là. Il est où Aaron Rodgers, hein, d'ailleurs? Toujours pas signé avec Pittsburgh. Il n'a toujours pas signé, imagine. On est rendu au mois de mai, là, en passant. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre détenaient la 21e sélection du repêchage de 2022. Ils ont décidé de transiger, de reculer, de transiger avec les Chiefs de Kansas City qui étaient au 29e rang. Et les Chiefs ont fait bon usage de ce choix de 21e rang en sélectionnant Trent McDuffie, qui est devenu un demi-de-coin étoile dans la NFL. Ah, finalement, un bon joueur. Là. Ça en faisait quelques-uns là, de façon consécutive qui ont été des flops. Mais oui, comme tu l'as dit, McDuffie qui est devenu un des bons demi-coins de la Ligue, le demi-coin numéro un des Chiefs de Kansas City. C'est une des raisons pour laquelle on se sentait à l'aise afin d'échanger le Jarvis Sneed il y a quelques années. Bon, Sneed commandait un gros salaire aussi. Donc, lui, ben,
Trent McDuffie, la cinquième année d'option de son contrat lui a été accordée par les Chiefs de Kansas City. L'année dernière, écoute, il a connu, je pense, sa meilleure saison en carrière, même en termes de statistiques. 2 interceptions, 13 passes rabattues pour McDuffie la saison dernière. Tout ça, ça a été des sommets personnels. Alors, pas le choix que de donner un A aux Chiefs de Kansas City pour avoir repêché ce produit de l'Université de Washington. Quand même fou de penser que McDuffie a subi sa première défaite en éliminatoire au Super Bowl en 2000, cette année contre les Eagles. Ah ben oui, c'est vrai. Ben, ouais, ben oui, il tentait de gagner un troisième Super Bowl de suite, les Chiefs, c'est vrai. Ouais. Il a juste Mhm, connu du succès. Ben, mhm. il y a lui puis un autre joueur dont on va parler un peu plus tard, Josh Karlaftis. Les deux ont été repêchés la même année, puis ils avaient juste des victoires en éliminatoire avant de perdre contre les Eagles. Les Packers avaient 2 choix tardifs, dans ce repêchage de 2022. On pensait, a priori qu'ils allaient tenter de trouver un receveur de passe puisqu'on avait échangé Davante Adams durant la saison morte, mais ils se sont tournés vers, 2 joueurs défensifs. Donc le premier au 22e rang, Quay Walker, c'est un secondaire de l'Université de Georgia. Hem, il a plus de 100 plaqués, Didier, à chacune de ses 3 premières saisons, Quay Walker, mais encore là, c'est un joueur qui nous laisse un peu sur notre appétit. Ouais, ben, les Packers de Green Bay qui ont refusé sa cinquième année d'option à son contrat. Il y a même des rumeurs qu'il envoie à Baltimore. Il semblerait que les Ravens de Baltimore seraient intéressés à ses services, d'après ce que j'ai lu. Mais comme tu as dit, il a été productif lors de ses 3 premières années. Le problème, c'est que la position de secondaire de ligne, que ce soit secondaire intérieur ou extérieur, pour l'option de cinquième année, ben, l'étiquette est très élevée, le montant est très élevé. D'autre côté des Packers, on aime Quay Walker, mais on n'est pas en amour avec lui. C'est la raison pour laquelle on a refusé son option de cinquième année. Puis, selon les rumeurs, il se retrouverait sur le marché des transactions présentement. Mais ça fait des semaines, j'entends qu'il y a plusieurs joueurs sur le marché des transactions, puis il n'y a rien qui se passe du côté de la NFL. Souviens-toi, Jalen Ramsey, avant le repêchage, a demandé à être Mmh. échangé. Le repêchage est passé. Ça fait 2 semaines depuis le repêchage. Ramsey fait toujours partie de l'organisation des Dolphins de Miami. Donc, il y a plusieurs joueurs. Peut-être au cours des prochaines semaines, ça va bouger un peu plus à ce niveau-là. Mais ça pour dire, pour Quay Walker, moi, j'ai quand même donné un B+. Peut-être que j'ai été trop généreux pour Quay Walker, mais le fait qu'il a réussi sans plaquer lors de ses 3 années dans la NFL, il est productif, là. On dit, il avait connu à l'époque, des tests d'évaluation au combine là, assez phénoménal, mais, ce qu'on lui reproche beaucoup, c'est son instinct. Il est vraiment ordinaire, il a pas l'instinct, d'un bon joueur de football ou une bonne vision. C'est plus un athlète. C'est souvent, ce qui différencie, Hmm. hem souvent, les équipes repêchent des athlètes. Dans ce cas-ci, il aurait peut-être fallu repêcher un joueur de football, un gars avec un meilleur QI football. Bref, ça reste à voir, mais ça demeure un joueur, comme tu dis, qui a été assez productif, lors de ses 3 premières Ouais. saisons. Puis En aussi, au il a numéro été mieux oui, que vas-y. certains des joueurs dont on vient de parler aussi, là. Tu sais, quand tu regardes ça, tu Effectivement, sais, tous les flops qu'il y a effectivement. eu quand même, là, c'est mieux. Parlant de flop, les Bills, en la position 23 du repêchage de Hmm. 2022, ont repêché Kary Elam, le demi de coin, qui a joué vraiment sporadiquement là, en 3 saisons avec les Bills. Ouais, ben c'est un F pour la sélection des Lums, hein. Écoute, là, il se retrouve à Dallas. On l'a échangé aux Cowboys contre un choix de cinquième ronde. Imagine-toi, après 2 ans, là, après 2 saisons dans la NFL. Tu parles d'être un choix de première ronde, à être échangé en retour seulement d'un choix de cinquième ronde. Puis les Cowboys de Dallas, eux, ben, ils ont choisi justement de ne pas lui donner son option de cinquième année sur son contrat. Alors même eux sont pas très satisfaits des performances des Lums. Puis écoute, il est la raison pour laquelle, en fait, les Bills ont repêché Maxwell Hurston lors du dernier Mmh. repêchage il y a 2 semaines, parce qu'ils ont besoin de la position de demi-coin parce que ben, cette sélection-là n'a pas fonctionné. Alors, c'est un F pour la sélection par les Bills, oui, de Kyrie Elam. Si on veut un peu, être, positif dans son cas, il a quand même contribué en éliminatoire avec les Bills au cours de sa tenue avec l'équipe. En 2022, il avait obtenu une interception importante contre les Dolphins, puis en éliminatoire et en 2023 aussi. Donc vraiment, c'est un joueur qui avait contribué pour les Bills en éliminatoire, mais comme tu dis, c'est vraiment pas suffisant, là. C'est un joueur vraiment, Mm. de rôle, là et d'unité spéciale pour les Bills.
sinon. Au 24e rang, les Cowboys de Dallas ont fait de Tyler Smith leur choix de première ronde, qui était un joueur de ligne offensive. Oui, puis Tyler Smith, écoute, il est en train de devenir là, tout un joueur de football là, au sein de la ligne à attaque des Cowboys de Dallas. Il jouait à la position de bloqueur à l'université Tulsa, puis on l'a déplacé à la position de garde. Il a joué un peu à la position de bloqueur avec les Cowboys de Dallas. Mais écoute, je lisais les commentaires de Tyron Smith, l'ancien excellent bloqueur à gauche des Cowboys de Dallas, qui a annoncé sa retraite il y a quelques semaines, ainsi que Zach Martin, l'excellent garde, lui aussi qui a pris sa retraite. Ben, les deux ont dit que Smith était le prochain grand joueur de ligne à l'attaque des Cowboys de Dallas, qu'il est dans la lignée des excellents joueurs de ligne offensive que Dallas a eu depuis au cours des 20-25 dernières années. Alors là, je disais qu'on était tenté peut-être de déplacer à la position de bloqueur, peut-être à Dallas, mais à la position de garde à gauche, il est un des meilleurs de la NFL. Si j'étais des Cowboys, je ne toucherais pas à ça. Je le laisserais à la position de bloqueur à gauche. Il fait de l'excellent travail, Smith. Alors, pour Tyler Smith, ben, un A. Tu vois, je suis généreux, je suis quand même un bon professeur. Alors, un A pour Tyler Smith. On chiale beaucoup sur Jerry Jones et ses repêchages, mais ça terminait une séquence de 3 repêchages là, où Jerry Jones, on avait sélectionné en première ronde CeeDee Lamb, Micah Parsons, puis Tyler Smith. Donc, c'était quand même 3 joueurs d'impact là, qu'on avait sélectionnés du côté des Cowboys en première ronde. Les Ravens de Baltimore, je parlais tantôt de bon repêchage. Ils laissent les joueurs venir à eux également. Puis ça a été le cas de Tyler Linderbaum, le centre, qui a été nominé au Pro Bowl, qui a fait des Pro Bowls, qui a même chuté d'ailleurs le soir du repêchage en 2022, à cause justement parce que c'était un centre. Et vraiment, là, il n'a pas alloué un sac du corps depuis sa saison recrue Linderbaum. C'est vraiment un des bons joueurs des Ravens, là, un pilier sur la ligne à l'attaque de l'équipe. Un des meilleurs centres de la NFL. 49 matchs, 49 départs pour Linderbaum. Mais par contre, son option de cinquième année a été refusée par les Ravens de Baltimore. C'est une situation particulière, malgré le fait qu'il est un des meilleurs centres de la NFL. C'est que là, les Ravens devraient le payer. Si on lui donne sa cinquième année d'option, ça serait un salaire plus élevé que si on en vient une entente avec lui à long terme. Parce que ça ferait de lui le centre le mieux payé de la NFL. Alors, du côté des Ravens de Baltimore, ben, on préfère en venir à une entente sur un contrat à long terme. Alors, malgré le fait qu'on a refusé l'option de sa cinquième année de contrat, ben, il va rester à Baltimore parce qu'il est un des meilleurs à sa position de toute la ligue. Alors, un A pour cette sélection de Linderbaum par les Ravens de Baltimore. Au 26e rang, les Jets concluent une première ronde spectaculaire avec leur troisième et dernier choix. Ils sélectionnent Jermaine Johnson, un demi de coin, qui a fait un Pro Bowl, qui a été élu au Pro Bowl en 2023, mais qui malencontreusement s'est déchiré le tendon d'Achille lors de la semaine numéro 2 en 2024. Il a un peu privé de sa saison. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Jermaine Johnson, de sa sélection par les Jets? Oui, il est défensif, un produit de l'Université Florida State. J'ai donné un B aux Jets pour cette sélection parce que c'est dommage. Hein? Il a pris part à seulement 2 matchs, comme tu as mentionné, en raison de cette blessure en tendon d'Achille la saison dernière. Alors que l'année précédente, en 2023, il avait réussi 7 sacs et demi du quart à sa deuxième année dans la NFL. On espérait que sa progression allait se poursuivre. Il a démontré de bonnes choses. Ça a souhaité qu'il sera complètement remis de cette déchirure à un tendon d'Achille. Alors, je lui ai donné un B comme note. Ça fait en sorte que les 3 choix de première ronde des Jets, ben, les Jets leur ont donné aux 3 à Sauce Gardner, à Garrett Wilson ainsi qu'à Jermaine Johnson leur option de cinquième année sur leur contrat. En position 27, les Jaguars de Jacksonville, qui, après avoir eu également le premier choix au total de ce repêchage-là, repêchent un autre joueur en défense, le secondaire Devin Lloyd de l'Université de l'Utah. Ouais, puis Lord, c'est un peu comme Quay Walker. Il a été très productif depuis que les Jaguars l'ont repêché. Malgré tout, on a refusé l'option de sa cinquième année de contrat. Les Jaguars sont ouverts à l'idée à le garder, mais pas à ce prix-là. Donc, tu vois, c'est un peu la même situation que Linderbaum également. Alors, c'est vraiment particulier, là, cette affaire-là d'option de cinquième année. Mais il a été très productif depuis le début de sa carrière. Bon, ça va me dire que la défense des Jaguars est constamment sur le terrain aussi. Là. Bon,
Ça aide à accumuler les statistiques en termes de plaqués quand ton attaque n'est pas capable de bouger le ballon, comme ça a été le cas pendant toute la dernière saison du côté de Jacksonville. Mais Devin Lord, un produit de l'Université de l'Utah, j'ai donné une note de B- pour Devin Lord. C'est pas un mauvais joueur de football. Je ne peux pas le blâmer parce que l'unité défensive des Jaguars était pourrie complètement l'année dernière. Tu sais, c'est un peu lorsque j'oublie quel joueur que tu parlais. C'est un joueur des Jets, ça, tout à l'heure. En tout cas, il y a un joueur là, que l'équipe au complet a connu une saison de misère l'année dernière. Ben, ça a été ça à Mhm. Jacksonville, mais Devin Lord est vraiment pas un mauvais joueur de football, loin de là. Numéro 28, les Packers de Green Bay reviennent à la charge avec un autre joueur défensif, Devonte Wyatt de l'Université de Georgia. Seulement 5 départs en 3 ans, Didier, ça te lui a valu une note de B. Oui, ben parce qu'il fait partie de la rotation de la ligne défensive des Packers de Green Bay. Puis malgré tout, il a réussi 10 sacs et demi du quart là, au total lors des 2 dernières saisons. Donc, il remplit son rôle. Puis c'est un gros bonhomme. Tu peux pas lui demander de jouer tous les jeux. Il fait partie de la rotation. Et puis, écoute, les Packers ont accordé son option de 5e année. Alors, clairement, ils sont satisfaits de son travail. Alors, c'est la raison pour laquelle je lui ai donné une note de B. Il est productif, il fait ce qu'on lui demande, malgré le fait qu'il a juste eu 5 départs, mais il joue à tous les matchs, fait partie de la rotation. Donc, c'est un peu faire une comparaison au hockey. Écoute, c'est un joueur de troisième trio, tu sais, donc, mais il fait le travail, alors, ouais, pourquoi pas. Si on se demande pourquoi les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont été mauvais dans les dernières années, c'est parce qu'ils auraient pu Hmm. repêcher Trent McDuffie au 21e rang. Ils ont décidé de reculer et de sélectionner au 29e rang le joueur de ligne offensive Cole Strange, qui est un choix étrange parce que Mhm. pour la petite histoire, Sean McVay a déjà dit qu'il regardait côté de Cole Strange en troisième ronde et non pas 29e au total, Didier. Ça a vraiment été un choix pitoyable là, du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ouais, ça avait vraiment été une surprise à la sélection de Cole Strange parce que, écoute, tous les experts, il n'y a personne qui avait Cole Strange en première ronde. Là. Tous les experts qui font des mock drafts, tu as mentionné les commentaires de Sean McVay qui était surpris de voir qu'il soit repêché en première ronde, Cole Strange. Un garde de l'Université Chattanooga, beaucoup de blessures pour lui. C'est ça qui arrive, Marc-André. Là, il n'a vraiment pas été chanceux parce que sa carrière avait bien commencé. Il avait été partant pendant les 17 matchs lors de son année recrue. Mais après ça, il y a eu des grosses blessures, là, dont notamment une déchirure à un tendon rotulien. Là, ça a fait en sorte qu'il est revenu au jeu seulement vers la fin de la saison dernière. Donc, il a arrêté une bonne partie de la dernière saison et de la saison 2023 en raison de cette blessure-là. Donc, ça avait bien commencé, mais là, les blessures se sont accumulées pour Cole Strange. Donc, j'ai donné un C-, étant donné qu'il a joué une malchance avec les blessures, mais il nous a démontré qu'il était capable de bien jouer au tout début de sa carrière, mais avec cette blessure à un tendon rotulien, je ne sais pas s'il sera en mesure de retrouver cette forme-là pour les Patriots. Au 30e rang du repêchage de 2022, les Chiefs y vont d'un autre grand coup en repêchant l'ailier défensif George Karlaftis, qui vraiment, on peut voir qu'il est à son meilleur en éliminatoire. 8 sacs du corps en éliminatoire en 10 matchs, Oui. c'est assez exceptionnel du côté de Karlaftis. Regarde, dans mes notes, j'avais écrit clutch en éliminatoire. OK? Ouais. Il a toujours été à son mieux depuis qu'il s'est joint aux Chiefs de Kansas City lors des grands matchs, des matchs sans lendemain. Bien sûr, on lui a accordé son option de 5e année. 24 sacs et demi en 3 saisons là, depuis que les Chiefs l'ont repêché. Carl Aftis est devenu un meilleur joueur que moi je m'attendais. Lorsqu'il jouait à Purdue, tu vois qu'il était fort physiquement, mais il ne semblait pas maîtriser beaucoup de techniques pour battre les blotteurs. Il misait souvent sur sa force, justement. Il utilisait beaucoup le bull rush, qu'on appelle la technique du taureau en français. Mais il a développé son arsenal depuis qu'il s'est joint aux Chiefs. Il est devenu vraiment un joueur solide. Puis ça aide également de jouer aux côtés de numéro 95, là, dont le nom m'échappe, Chris Jones. Ça aide aussi là, lorsque tu as Chris Jones à tes côtés sur la ligne défensive. Mais Carl Ashton, très productif depuis le début de sa carrière à Kansas City. Au 31e rang, les Bengals de Cincinnati repêchent Daxton Hill, le demi de sûreté de l'Université du Michigan. À l'époque, on pensait que c'était le remplaçant Hmm. à Jesse Bates, qui était parti pour les Falcons d'Atlanta. Force est d'admettre que c'est peut-être pas le cas, là. Ouais, lorsqu'on avait repêché Daxon Hill, on disait lui qu'il était polyvalent, pouvait jouer pratiquement à toutes les positions au niveau de la tertiaire.
Ben, lui aussi, là, c'en est un autre joueur qui a été ralenti par les blessures. Écoute, il a joué seulement 5 matchs l'année dernière avant de subir une déchirure à un ligament croisé antérieur. Donc, malgré le fait qu'il a été blessé, qu'il n'a pas été productif, que c'est difficile là, depuis qu'on l'a repêché, malgré tout, Marc-André, les Bengals lui ont accordé la 5e année de son contrat recru. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'a pas le choix du côté de Cincinnati. Là. On n'a pas de défense. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de joueurs. Donc, on va se croiser les doigts et on va espérer, j'imagine, du côté des Bengals, que Hill va pouvoir atteindre le potentiel qu'il avait démontré à l'Université de Michigan. Mais si c'est pas arrivé après 3 saisons, je ne suis pas certain que ça va arriver. Mais les blessures l'ont vraiment pas aidé. Alors, étant donné qu'il a joué de malchance, je n'ai pas donné un F, je lui ai donné un D. Un D à Hill et aux Bengals. Il a fait la transition depuis là, de maraudeur à demi de coin aussi. C'est peut-être une note aussi. Hmm. Et j'imagine qu'on va avoir besoin de lui à la position de demi de coin là, du côté des Bengals la prochaine saison. Et finalement, Ah oui. au 32e rang, les Vikings du Minnesota ont repêché le demi de sûreté, le maraudeur Lewis Cine. Scene. C'est Scene, c'est un haïtien. Il Cine. est né à Port-au-Prince en plus. Ben oui, c'est Scene. Excuse-moi, Ben oui, excuse-moi. Louis Scene. Ben oui, Je sais que je sais que tu es fier de tu tes savais pas, racines, je mais. suis désolé. Ça pour dire Ouais, qu'il mais s'était ça va pas m'empêcher, en tout cas, vas-y. Ouais. non, mais je m'en allais dire qu'il avait subi une fracture, de la jambe lors de la semaine numéro 4 en 2022. Depuis, il n'a jamais été le joueur, ce à quoi on s'attendait de lui. Il a été libéré même par l'équipe en 2024. Il a joué un total de 10 jeux offensifs en 3 saisons et il y a un seul plaqué, là. Heu, voilà. Ouais, ouais. Tu as dit, je suis fier de mes racines, mais j'ai pas le choix de lui donner un F. Même si c'est un haïtien, j'ai pas le choix de lui donner un F, Marc-André. Tu viens de dire, écoute, il a pas été sur le terrain. Pourtant, à Georgia, il était tellement robuste. Tu sais, là, c'était un marteau là, au niveau de la tertiaire des Bulldogs. Puis c'est une des raisons pourquoi on l'avait sélectionné à la fin de la première ronde chez les Vikings du Minnesota. Écoute, il a été libéré par les Vikings après la saison 2023. Il prépare 11 matchs en 3 saisons. En 2024, il a fait un séjour avec les Bills de Buffalo. Puis maintenant, tu sais, pour quelle équipe il joue? Les Il se Eagles, je retrouve au pense. 5e formation? Ben oui, ton club. Les Eagles de Ouais. Philadelphie, c'est sûrement sa dernière chance Mmh. dans la NFL parce que, écoute, en 3 saisons, là, c'est quoi? C'est les Vikings, les Bills, les Eagles. Écoute, ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il a fait partie de l'équipe d'entraînement d'une autre formation. Il n'est pas chanceux, c'est pas de sa faute. Écoute, il ne peut pas rester en santé depuis qu'il a été repêché, mais pas le choix de donner un F Prochaine là, étape, quand les tu Rough repêches un joueur en Riders. première ronde. Possiblement, possiblement. J'aurai l'occasion peut-être de l'interviewer sur les lignes de côté au Staples Molson. Qui sait. Mais pas le choix de lui donner un F aux Vikings du Minnesota. Mais écoute, des fois, c'est ça. Là, les joueurs sont tout simplement pas en mesure de rester en santé. C'est pas de leur faute. Là, le football, c'est quand même un sport de collision. Mais ouais, Louis Sin, vraiment déception. Puis il était vraiment un bon joueur à l'Université de Georgia. Ça complète, Didier, notre repêchage de 2022. Je ne sais pas si tu as apprécié l'exercice, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant et on se rend compte, finalement qu'on a eu, un premier tiers de joueurs quand même assez, d'impact dans la NFL, mais par la suite, là, ça se gâte. Mhm. Oui, définitivement. Puis ça met en perspective le repêchage qui a eu lieu il y a 2 semaines du côté de la NFL, hein, parce que dans 3 ans, on pourra refaire l'exercice, puis peut-être encore une fois, la moitié des joueurs, on va se rendre compte qui ont été repêchés en première ronde, connaissent pas, ben, répondent pas aux attentes qu'on avait, là, puis c'est comme ça tous les ans là, lorsqu'on fait cet exercice-là. Bref, on pourra refaire l'année prochaine avec le repêchage de 2023, lorsqu'on sera en 2026. Le meilleur Ben, quart écoute, de on va se cette tourner du QV-là, ça a été côté le dernier joueur repêché au total. Oh, quand même fou. Brock Purdy. Ben oui, en 2022, tu vois. Écoute, c'est Mel Kiper que je voyais sur le réseau ESPN lorsque Shedder Sanders est en chute libre lors du repêchage. Puis Kiper avait un bon point. Il disait, écoute, ça fait 50 ans que la NFL nous démontre qu'ils sont incapables d'évaluer la position de carrière. Tu sais. Puis c'est quand même vrai. C'est pas pour défendre la chute de Shedder, mais c'est vrai. Tu sais, comment Brock Purdy, peu importe qu'est-ce qu'on en pense, il a été le dernier joueur sélectionné. Puis c'est une carrière partant. Tom Brady, 199e joueur lors de son année de repêchage qui avait été repêché, choix de 6e ronde, devenu meilleure carrière de l'histoire. Donc, Mmh. Capra avait raison là-dessus. Là. Les équipes, c'est une chose qu'elles nous ont prouvé, c'est que lorsqu'on parle d'évaluer la position de carrière, là, c'est pratiquement un pile ou face.
Effectivement, effectivement. Ouais. Ben écoute, on va enchaîner avec le fantasy football et justement ta chronique, parce qu'il y a 6 joueurs qui ont été repêchés il y a 2 semaines, qui, selon toi, se retrouvent dans des situations, dans de bonnes situations, et pourraient avoir un impact au fantasy football. Je dois t'admettre là, que je suis littéralement sous le choc du Mmh. premier joueur que tu as. Carrière des Saints. Hop, le choix de première ronde. Non, on n'a pas repêché Shark en première. En deuxième ronde, 2e on a ronde. repêché Tyler Shaw du côté de la Nouvelle-Orléans. Ben oui. Ça a été le point tournant du repêchage de Shedder. Ils l'ont repêché, Shark, c'est comme, oh boy, quand est-ce que Shedder va être repêché? Bref, tu penses qu'il pourrait être productif en fantasy football? Non, mais on parle ici de joueurs qui aboutissent dans des destinations, des situations de choix. Si on Hmm. enlève Cam Ward de l'équation Explique-moi la nuance. Mhm. avec la blessure est un peu nébuleuse là, à le statut de Derek Carr, ben, ça me laisse penser que si Derek Carr ne participe pas à la prochaine saison, ben, Taylor Swift va avoir quand même, une bonne occasion de se faire valoir. Est-ce qu'il est meilleur que Spencer Rattler? Écoute, ça va être matière à débat, ça, c'est sûr. 26 ans, c'est sûr, on lui a reproché que c'est un vieux corps qui a joué 7 saisons dans les rangs universitaires avec Oregon, avec Texas Tech, avec Louisville, 7 entre saisons à autres. l'université. Mais hey, tu sais Ouais. qu'il a obtenu 4 bacs au moins. On va lui donner crédit. Il n'a pas perdu son temps en 7 ans. Il a maximisé ça. Il y a 4 bacs, Exactement. Tyler Shock. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est seulement son pourcentage de passes complétées est à 62. Il est mauvais sous la pression également. Il a été victime de 49 sacs du corps en 42 départs, dont 14 en 2024. Par contre, on dit qu'il a un bras de calibre de la NFL et dans les zones profondes, il est quand même assez efficace et tu sais, je veux dire, ça a été le quart arrière, le troisième quart sélectionné du dernier repêchage. Moi, je pense que Kellen Moore a eu son mot à dire là-dedans. C'était le gars de Kellen Moore. Je pense qu'il va avoir toutes les chances de se faire valoir au prochain camp d'entraînement, spécialement si Derek Carr n'est pas, remis de sa blessure. C'est un peu nébuleux. Moi, je pense que, si on parle en termes de fantasy football, d'un quart partant dans une ligue peut-être à 2 quarts arrière ou à mettre sur votre banc en fin de repêchage, dans des ligues à 2, 3 quarts arrière, deep, 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 là, je parle superflex même. Tyler Shock, allons, on va quand même voir ce qui va se passer au camp, mais ça pourrait devenir un quart partant dès le premier match là, des Saints en 2025. Te souviens-tu de Brandon Whedon? Oui, je sais. Je savais que tu allais me dire ça. Carrière des Browns, ouais. Lui, il avait Mais lui, 28 ans lorsque les il avait Browns été joué au l'ont repêché. baseball. Puis, ouais, c'est pour ça qu'il était plus vieux. Puis là, finalement, ça n'a Mhm, pas marché au baseball. Puis là, il s'était rabattu sur le football. Puis si on remonte à plus loin dans le temps, il y avait Chris Winkie, carrière de Florida State, avait remporté le trophée Heisman à la fin des années 90, au début des années 2000. Puis lui aussi, il avait 28, 27 ans. Ça n'a vraiment pas fonctionné. Je pense que c'est les Panthers à Caroline qui l'avaient repêché, Winky. Bref, mhm. l'historique des carrières qui sont beaucoup plus vieux là, et qui sont tout de même repêchés tôt au repêchage, ça va pas en faveur de Choc. En tout cas, on va voir qu'est-ce qui va arriver, Je mais parle juste d'opportunité je ici. sais pas. Opportunité, oui, 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 je sais. T'arrêtes pas de préciser, je sais. Opportunité. R.G. Harvey, Ben, demi à l'attaque. d'ailleurs, Shock, ce Dis- serait le dernier joueur potentiellement né dans les années 90 à être repêché dans la NFL. Ah, pas potentiellement, ça va être le dernier. À moins qu'il y ait un gars qui va avoir quoi, 28 ans l'année prochaine, qui va être Ouais, repêché, en là, fait, je peux pas croire. sait-on jamais, en septième ronde ou whatever. Ouais. Ouais, ouais. Écoute, on va se tourner du côté des Broncos de Denver. Ils ont repêché R.G. Harvey. On savait que Sean Payton était à la recherche de porteurs de ballon. Il a essayé de grimper de grimper au classement de repêchage pour repêcher Ashton Genty. Il n'a pas été en mesure de le faire. Il s'est rabattu sur R.G. Harvey. Et tu crois sincèrement qu'il arrive dans une bonne situation dans le système de Sean Payton? L'une des clés en fantasy, il faut regarder le capital. Il faut regarder, le rang de sélection avec l'équipe. Tu sais, ça en dit long sur ce que les équipes pensent de ces choix-là et on a repêché R.J. Harvey avec un choix de deuxième ronde du côté des Broncos, hem, avant d'autres porteurs de ballon qui avaient été classés meilleurs ou de façon plus élevée que R.J. Harvey. Donc ça me dit peut-être que c'est l'homme de confiance de Sean Payton ou c'est l'homme de Sean Payton. C'est un petit porteur de ballon à 5 pieds 8 pouces, 205 livres, mais tu sais, il va pouvoir compétitionner pour le poste de numéro 1 d'entrée de jeu avec Jalil McLaughlin et Audrey Castimé.
R.J. Harvey. Il ne faut pas oublier qu'il a été dans le top 10 dans la NCAA l'année passée pour les plaqués ratés forcés dans la NCAA et deuxième également dans la NCAA pour les courses de plus de 10 verges, derrière seulement Ashton Genty. Donc ça, c'est pas négligeable. Il se débrouille également bien par la passe. C'est essentiel dans un système de Sean Payton. L'année dernière, pour donner une petite idée, Ouais. là, Javonte Williams a terminé au 5e rang pour les cibles à la position de porteur de ballon. Donc, si R.J. Harvey est capable d'attraper des ballons, peut devenir un genre de Alvin Kamara là, pour Sean Payton. Ça peut être intéressant. Encore là, choix de deuxième ronde. On a grimpé, on a volontairement choisi ce porteur de ballon-là. Je pense qu'on va tenter Sean Payton de le mettre en évidence assez rapidement. Et comme je le dis, Audric Estimé, Jalen McLaughlin, c'est pas les gros chars, comme on dit, là, à battre au camp Non. d'entraînement. Non, effectivement, parce que si on était satisfait de leur rendement, ben, on n'aurait pas repêché RJ Alors, je pense que Sean Payton va lui donner toutes les chances seulement de se mettre en valeur. Ouais, c'est vraiment une bonne situation dans laquelle il a atterri. Notre porteur de ballon maintenant, il s'agit, oui, de Quinshon Judkins. Lui, ben, il reste dans l'état de l'Ohio. Il a fait carrière avec les Buckeyes Ohio State. Puis là, les Browns de Cleveland l'ont repêché en deuxième ronde. Essentiellement, on a repêché Nick Chubb, mais plus jeune. C'est un peu le même moule, Quinshon Johnson. C'est un joueur, on peut dire que c'est en anglais, on dit un bell cow, là, une vache à lait. C'est un joueur qui peut jouer sur trois essais. C'est un joueur vraiment qui est un porteur de ballon physique et qui également, tu sais, c'est un porteur de ballon qui a obtenu en moyenne 246 courses en 3 ans à l'université. Ça, c'est vraiment impressionnant. Et la compétition encore là chez les Browns en ce moment, elle va venir de Jerome Ford et de Dylan Sampson qu'on a repêché après lui. Donc moi, ça me dit que Mhm. Quinton Judkins va avoir toutes les chances de se faire valoir avec les Browns. Et les attaques de Kevin Stefanski n'ont pas terminé dans le top 10 seulement une fois pour le nombre de portées en 5 saisons. Et c'était l'an dernier, en 2024. Donc pour moi, on va vouloir rectifier le tir du côté de Kevin Stefanski et courir avec le ballon à outrance. Je pense que Quinton Judkins est tout désigné pour être vraiment le porteur de ballon prédominant dans ce champ arrière-là. Maintenant, on va se tourner vers la position de receveur de passe. Jack Bech, oui, qui a été repêché par les Raiders de Las Vegas, un produit de l'université TCU. On n'avait pas beaucoup de profondeur à la position de receveur de passe du côté de Vegas l'année dernière. Alors, j'imagine que ça doit être une des raisons pour laquelle tu crois qu'il a atterri dans une belle situation à Vegas. Pour la petite histoire, Jack Bech, son frère avait été tué en Nouvelle-Orléans dans les Ouais, attaques là, sur Bourbon Street la saison dernière, puis ça l'a comme un transporté 1er là, janvier, lors du au, jour de l'an. Ouais. exactement. Si vous voyez, sur Twitter et tout, il y a beaucoup d'interviews, d'entrevues avec lui qui dit que ça l'a vraiment transporté, sa carrière de football. C'est quand même intéressant. On peut pas vraiment, pas encourager le jeune homme ou lui vouloir que du bien dans la NFL, après ce genre de situation-là. Mais oui, c'était plus de 1000 verges à l'université de TCU. Il a vraiment, fait écarquiller des yeux également au Senior Bowl, là. Ça a été le joueur par excellence du Senior Bowl et Ah, ben, faut il pas a oublier qu'à marqué le toucher de la 19 victoire au Senior Bowl en plus. Ouais. exactement, exactement. Faut pas oublier qu'à 19 ans, il évoluait à l'université LSU et il a eu plus de réceptions, 43, plus de réceptions que Brian Thomas et Malik Neighbors. Donc c'est vraiment pas, c'est un joueur vraiment, c'est un grand porteur receveur de passe. Les gros et les grands, c'est un peu dans le même moule que Brock Bowers, mais c'est ce qu'on avait besoin, du côté des Raiders à la position de receveur éloigné. On a Jacoby Myers, on n'avait pas rien d'autre. Ensuite, Jack Bech pourrait s'établir comme deuxième cible de prédilection de Geno Smith. On a également une amélioration au poste de quart du côté des Mhm. Raiders. Ouais. Donc, je pense que Jack Bech, ça pourrait être un joueur intéressant à surveiller lors des camps d'entraînement au niveau fantasy. Il pourrait assez rapidement voir du terrain et devenir une option intéressante là, pour vous, fantasy, et pour Geno Smith et les Raiders de Las Vegas. Ouais, il y a plusieurs analystes qui adoraient Jack Bech avant le repêchage. Puis là, c'est les Raiders qui l'ont repêché. Donc, ouais, Mhm. effectivement, il arrive dans une belle situation avec un vétéran carrière. Chargers de Los Angeles maintenant. On disait avant le repêchage qu'ils avaient besoin de repêcher des joueurs qui courent vite en attaque parce que l'année dernière, ben, c'est ça, là, on n'avait pas de joueurs explosifs ou presque. Darrell Johnston, l'ancien choix de premier ronde, est une déception à la position de receveur de passe. Alors,
On a perdu également quoi Palmer via de marcher des joueurs autonomes. Là, on a Oui. repêché Trey Harris. Exactement, tu parles de receveur rapide, c'est pas vraiment le cas de Trey Harris. On dit que c'est un porteur de ballon, Hmm. qui est rapide dans ses mouvements, mais c'est pas nécessairement un receveur rapide en vitesse, mais il capte Il les est ballons vif, contestés. plus Il est vif que exactement, il rapide. est vif. Exact, exact. Il est efficace également sur les attrapés contestés. C'est ce qu'on cherchait du côté, des Chargers avec notamment Quentin Johnston. On sait que c'est difficile un peu dans son cas. Je pense que ça pourrait être un bon complément à la McConkey et la cible numéro 2 potentielle de Justin Herbert. La compétition, on en a parlé de Johnston. Il y a Mike Williams qui est revenu également avec les Chargers de Los Angeles. Je pense que c'est facilement battable pour Trey Harris si on lui en donne l'occasion. Plus de 1000 verges seulement, 7 touchés en 8 matchs la saison dernière avec Ole Miss. Il a été le premier dans la NCAA pour les verges par tracé. Donc, vraiment, on a ici un bon potentiel du côté des Chargers avec Justin Herbert. Ça pourrait faire des flamèches. Ça aussi, c'est un autre joueur à surveiller. Et je voulais juste vous noter aussi également, tu sais, j'aurais pu vous parler des receveurs de passe, des porteurs de ballon de première ronde. J'ai décidé d'aller un peu plus loin là, dans le repêchage, vous parler un peu des joueurs peut-être plus méconnus qui pourraient vraiment sortir de l'ombre là, au camp d'entraînement ou en début de saison l'année prochaine. Ouais, puis il y a les mini-camps des recrues là, qui vont avoir lieu au cours du week-end du côté de certaines équipes de la NFL. Alors, peut-être qu'il va y avoir des recrues justement qui vont déjà impressionner. Bref, on verra. Le dernier joueur dont tu veux nous parler, c'est Mason Taylor des Jets de New York. Il était un choix de deuxième ronde de l'équipe new-yorkaise. C'est un produit de l'université LSU. Il joue à la position d'ailier rapproché. Destination de choix pour Mason Taylor également avec les Jets de New York. Didier, sais-tu qui est le premier allié rapproché dans la charte des positions des Jets en ce moment? Ouais, ouais, c'est Jeremy Rockert. Ouais, parce que je le vois à l'écran, oui. Ah, Pour ça. salaud. Mais oui, donc Jeremy Rocker, ça prouve mon point, dans le cas de Mason Taylor. Ça pour dire aussi qu'on a fait vraiment une réorganisation du côté des Jets, du groupe d'entraîneurs et le coordonnateur offensif des Jets, c'est Tanner Enstrand, qui était le coordonnateur du jeu de passe des Lions la saison dernière et qui dit les Lions dit Sam Laporta. Je veux dire, on peut faire des comparaisons un peu boiteuses, Hmm. vous en conviendrez, mais quand même, est-ce qu'on a essayé de reproduire ce qu'on avait avec Sam Laporta, avec Mason Taylor? On l'a repêché assez tôt également en repêchage. Je parlais de capital, c'est le cas pour Mason Taylor. Euh, Au niveau universitaire, il n'y a pas vraiment des bonnes statistiques. C'est un gars qui fait tout bien, mais qui n'était pas spectaculaire. Seulement 6 touchés en 38 matchs à l'université LSU. Il a couru quand même le meilleur 40 verges de tous les ailiers rapprochés qui étaient présents au camp d'évaluation de la NFL. Ça, c'est peut-être pas négligeable. Comme projection, on parle d'un joueur qui n'est peut-être pas élite, mais qui va être un ailier rapproché de calibre NFL. À quel point maintenant son potentiel est encore indéfini selon moi, mais en tout cas, il aura, chose certaine, il aura toutes les occasions, toutes les opportunités de se faire valoir dans l'attaque des Jets et même peut-être comme partant là, dès le jour 1 dans l'attaque des Jets. Donc, ça reste à voir. Mason Taylor, c'est vraiment un ailier rapproché qui est quand même assez intriguant selon moi. Ouais, il y a bien des gens qui croient que Taylor, là, tu sais, le fait qu'il jouait à LSU, puis bon, il y avait d'autres joueurs qui étaient, comment je dirais, là, dans l'ordre, qui étaient avant lui, c'est à la position de receveur de passe, notamment. Donc, il n'était pas la première, la deuxième ni la troisième option d'attaque aérienne des Tigers. Mais il y a bien des gens qui croient, par contre, en son potentiel et qui pourrait justement devenir un joueur productif dans la NFL, même s'il n'a pas été dans les rangs universitaires. Tu sais, George Kittle, c'est un des meilleurs liés rapprochés de Mhm. la NFL. Lorsqu'il jouait à Iowa, Iowa n'a pas de carrière. Iowa n'a jamais de carrière, ou à peu près. Donc, il n'y avait pas des statistiques incroyables, mais un peu comme Mason Taylor. Lorsqu'il est allé au combine, au camp d'évaluation de la NFL, il était parmi les meilleurs dans tous les tests physiques à la position d'ailier rapproché. Là, il est devenu un des meilleurs à sa position dans la NFL. Alors, des gens qui croient que Taylor aurait ce potentiel-là, on va voir, mais c'est vraiment intriguant, tout ça. Bon, ben écoute, ben, on a fait le tour. C'est le dernier joueur dont tu voulais nous parler. Alors, écoute, ben écoute, je te remercie pour ta contribution, Marc-André, comme à l'habitude, hein? Et puis, on remercie les gens qui ont écouté cet épisode du podcast ou qui l'ont regardé. On espère que cet épisode vous a plu, notre petit jeu, justement, là, de regarder, de donner des notes sur le repêchage de la NFL de 2022. On remercie bien sûr le DG des Alouettes, Danny Machocha, pour l'entrevue qu'il m'a accordée. Puis encore une fois, je vous invite à aller répondre à notre sondage sur la nouvelle page Facebook du podcast
le Sac du Car et de vous abonner à la page Facebook, oui, je vous en prie, et aussi de vous abonner au compte Instagram du podcast Le Sac du Car. Et je vous souhaite de passer une bonne semaine. On vous reparle la semaine prochaine alors que le camp d'entraînement des Alouettes sera commencé. Ça commence dimanche à Saint-Jérôme. Portez-vous bien.